depuis plus de 5 ans. Entre deux chaises de métal, la force révolutionnaire dans le balado de divertissement sportif. Bienvenue au podcast Entre deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ, LED, et Monsieur Alfredo à la demande populaire de deux personnes et de retour. Deux Yes, personnes. Et moi, je comprends pas qu'on se fait demander Monsieur Alfredo sur le podcast, puis mes enfants le trouvent drôle. Deux affaires que j'ai jamais compris depuis le début. Ben, c'est une affaire drôle, là. Ça va être, je sais pas. C'est des visionnaires. Oui, ça doit être ça. Ouais, c'est des vrais Paul Heyman. Fait que c'est ça. Hein? C'est tout. Comment ça va, les dépend- gars? Ça va, toi? Ça va bien, Ouais. merci. Ça va, merci. À un moment donné, cette Ouais, année, je vois là, pas ce que le monde veut pour qu'il vienne ici. cette année, à un moment donné, tu vas te changer de calice de manteau ou ben tu vas garder ça encore toute la petite année? Là? Ben, toi, commence par changer ton attitude, peut-être changer quelque chose dans mon attirail, peut-être. Ok, tu l'as pas mon manteau? Il est super beau. Il est Ben super ouais, beau, hein? mon manteau. C'est C'est le le meilleur de celle ça, de en plus. Sean. Non, Ouais, ça marche pas, là. c'est assez la casquette, là. En tout cas, c'est ça qu'ils ont. Attends, je peux être plus Sean, ok? Je peux regarder de travers de la caméra si tu veux aussi. Avec un œil. Pas fin de raider des. Mais non, tu veux pas les handicapés du ça. monde. Tu veux, il y a une Ah, cloche lui- qui sonne en arrière de moi, c'est pour le Rumble. Mais non. Entends-tu? Bah oui, c'est ta laveuse sécheuse qui fait ça. Nous autres, on a du pigeon, mais ça dans le podcast, c'est des bruits de laveuse sécheuse. Ouais. Fait qu'on parle-tu de 92 aujourd'hui ou. Ben non, c'est 97 qu'on parle aujourd'hui. Ben voyons donc. Alfredo est ici, puis on parle de 97. Ça marche pas, là. Ben ouais, mais il y a des affaires qu'il aime bien dans ce podcast-là. Il y a Triple H, puis il y a Shawn Michaels dans ses powers suprêmes. Hey, 97, ça, c'est mon prime. Dom, Oui, exact. C'est ça que j'avais. t'avais quoi, 12 ans? Oh! 10 ans? 12 ans? Non, c'est pas mon prime, là, c'est pas génial. Non, si, t'étais trop jeune. Moi, je Ah ouais. finissais le. Secondaire 4. Ouais. Je finissais le secondaire, là, je pense. Oh shit! Ben, j'ai gradué en 96, donc j'étais au cégep. Wow! Tu as gradué la même année que Shawn Michaels a gagné son premier titre WWE, c'est malade. Si tu veux, c'est écrit dans le ciel. J'espère que c'est meilleur que l'Iron Man match au moins quand t'as tout le gratuit. Oh my God. Ah, je pense que c'est similaire. Ouais, ok. Bref. Fait que, ouais, aujourd'hui, Retro Review Royal Rumble 1997. Premier de l'année? Premier de l'année, premier de deux reviews. Donc, on va être dans les années 90 cette année, fin des années 90 pour les deux. Le prochain sera la semaine prochaine, celui de 1999. Puis, TJ, tu me blastais un peu sur mes choix, là. Mais entre le Rumble 97 et le Rumble 99, là, pas grande différence. Ben, au moins, le Rumble 97, il est bon, le Rumble match, au moins. Bon. Ben, comparé à l'autre qu'on va faire la semaine prochaine, oui, là. Je m'excuse. Là. Mais sinon, vous pouvez aller voir les autres podcasts qu'on a fait avant ça. Évidemment, le premier podcast de l'année, c'était la biographie de John Cena. Fait qu'on a bouclé la boucle l'année passée avec la dernière année de John Cena. On a commencé cette année avec la biographie de John Cena. Très bonne biographie. J'ai aimé la biographie de John Cena. Ouais. Les échanges étaient cool. Puis, tu sais, souvent, on le dit, là, quand on fait un podcast, on se le dit, celui-là était bon. Il me semble que celui-là était moins bon. Moi, j'ai aimé celui-là. Honnêtement, j'ai aimé. Ouais. Allez écouter ça. Ouais, c'était bien le fun. Allez voir ça. Puis la semaine prochaine, tu l'as parlé tantôt, mais voici encore. Un Rumble 99, No Chance in Hell, avec M. McMahon qui rentre numéro 1, puis Steve Austin qui rentre numéro 2. Puis, spoiler alert, là, je regardais le Rumble, puis je me disais, hey, le prochain va être bon. Celui qui va rentrer, ah ben non, j'attendais encore. Le prochain va être bon. Finalement, il y en a pas. Surtout les 12-13 premiers, mettons. Après ça, c'est pas si pire après, là. Asti qu'il y a de la vidange dans ce Rumble-là, ça n'a aucun sens.
Ouais. L'attitude era. Exact. Et puis évidemment, ça aussi. Travail à la table, ben évidemment, mardi 20h30 en direct, live sur Twitch, Facebook, YouTube, l'entrevue. Lutte québécoise, lutte moderne, tout ce qui a rapport avec l'actualité. Parfait. Fait que c'est ça. Soyez là pour tout ça. Mais pour l'instant, est-ce qu'on est prêt pour le Rumble 27 en rétro review? Oh, je pense qu'enfin, on va pouvoir commencer ce Rumble-là parce qu'il était temps. Puis, il me semble que l'année va bien. Depuis le début, là, l'année va très bien. Not so fast! Not so fast! Eh bien oui! Le segment dans la vraie vie! Ben ça va là, c'est fort la musique. J'ai quasiment eu peur que tu le fasses pas, là. Ben oui, c'est rendu un prérequis à cette heure là. Ouais. Et oui, le segment où je vais devenir Marco et aujourd'hui Alfredo, qui est la culture populaire, en gros l'élément Coco aujourd'hui, en bois 97. Donc les garçons, pouvez-vous me dire, avec les choix de réponse que je vais vous donner? Hey, avant, là, Oui. pendant le temps des D'accord. fêtes, il y en a qui m'ont écrit genre, je te souhaite une bonne année, puis j'ai hâte au segment dans la vraie vie. Allez chier, pour vrai, là. Allez chier. Arrête, c'est populaire, prophétie. Hey, je suis dans le temps des fêtes. Moi, je suis en train de me reposer pour m'écrire sur quelque chose que j'aime pas. Run with the ball, c'est populaire. Ouais, t'as l'air de running with tes balls, toi. Bon, Ouais, toi, t'as continue. l'air de pas courir pantoute, toi non plus. Mon esti. Ouais, c'est ça. Bois ton eau. Fait que, sur le numéro 1 en Amérique du Nord. Attends, moi aussi, je peux faire ça. 97. Ouais, est-ce que c'est A, Hypnotize, Notorious B.I.G. Oh. Est-ce que c'est B, Bop des Hensons? Ou est-ce que c'est C, Unbreak My Heart de Tony Braxton? Moi, il y a avec Tony Braxton, moi. Alfredo. Ouais, avec Umbop. C'est un deux qui a la bonne réponse. Ah ouais, c'est laquelle? C'est Alf- hypnotise. Alfredo, mon cher ami. Non! Non. Et le gagnant, Marco! Avec Ah ouais, Unbreak My Heart. T'étais même plus fort que. Ben, Bop, je pense un petit peu plus tard, je pense. Quelques de mois après. Patterson, il était dans Henson, hein? Comment? Zach Patterson, qui était dans Henson. Va checker les photos de lui quand il était jeune. Il ressemblait Oh, à un ouais. frère Henson. Non, j'ai déjà vu ces photos, me semble. Moi, je suis d'accord. Parfait. Bref, son numéro 1 au Québec. Ça, Alfredo, déjà une réponse, c'est moins pire, mais quand même. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est A, Usure Ouais, des jours. Ah, comment? Non, c'est pas Ouais, mal. carrément. Est-ce que c'est A, Usure des jours de Martine Sinclair? Est-ce que c'est B, Tous les bateaux font des vagues de Francine Raymond? Ou est-ce que c'est. Veux-tu bien, Ok. oui? Ou est-ce que c'est C, La critique de Kevin Parent? Seigneur. Il sait c'est quoi se faire critiquer, en tout cas? C'est lui qui grainait les verres, là. Oui. Ouais, c'est ça. Je pensais Je pas vais que pour t'as C. de ça, là, mais... Moi, je vais y aller avec Martine Sinclair. Elle est toujours là, puis il me semble qu'elle n'a jamais rien fait, mais elle a toujours tout fait. Fait que c'est Martine Sinclair, moi, je vais y aller. Bon raisonnement. Mais ça, c'est pour vous deux, ça. Ah ouais, Hein? non. Et non, c'est Tous les bateaux font des vagues de Francine Raymond. Je sais même pas c'est qui Francine Raymond. Tu sais. Ben, c'est une chanteuse québécoise des années 90, là, 80. Elle a pas d'affaire, pas parent que le joueur de hockey Mason Raymond, là, non. Non, vraiment pas, non. Puis, juste Oui. parce qu'on parle de hockey, juste Oui. dire que j'ai la Young Guns de Joe Bellino, si jamais ça intéresse quelqu'un, elle est à vendre. Je peux te confirmer qu'on est en 2026, 2025, on s'en encore lycée, en 2026, on s'en encore lycée encore plus. Après ça, c'est moi, il faut que je sois poli. Ben là, Joe Bellino, come on. So, relevant au moins, pardon. Ouais, c'est ça. Pendant le Relevant 97, jeux vidéo sorti alentour. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est les films avant. Ah oui. Est-ce que le film numéro 1, le film le plus populaire en Amérique comédie, du Nord? Ok, on va voir si Oh. réponse. Il y en a un, je pense que je sais qu'il est sorti en 97. Bon, regardez l'autre. Ouais, Est-ce que c'est A, Beverly Hills Ninja avec Chris Farley? Est-ce que c'est B, Anaconda avec Jennifer Lopez? Ou est-ce que c'est C, Jerry Maguire avec Tom Cruise? Ok, c'est dans le mois, là. Parce que je pense que Titanic la est sorti. semaine. La semaine, oh my god. ouais, Parce que ça, Titanic est c'est sorti en n'importe 97. quoi. C'est à 96, il me semble, Titanic, non? Mais non. Mais non, moi, c'est 97. Moi, j'y vais avec Beverly Hills. Cop. Ouais, je vais y aller avec Beverly. Non, c'est pas vrai. Moi, y aller avec Jerry Maguire, moi. Marco? Oui. Alfredo? Oh yeah!
Bonne réponse! Everybody come for fighting. C'était bon C'est celui-là en plus, c'est drôle. Ouais, Chris Farley, Il est bon. Oui, il est bon, mais il me tapait un peu ses nerfs. C'était un peu comme Jim Carrey, des fois c'était over. Will Ferrell. Ben, j'aime mieux Jim Carrey que les trois. Will Ferrell me dérange moins qu'il me Ferrell. dérangeait, mais. Ouais, il est fucking drôle, Will Ferrell, pareil. Ouais, quand t'aimes l'humour des années 80. Là. Arrête donc. Jeu vidéo sorti alentour. Est-ce que c'est A, Final Fantasy VII sur PS1? Est-ce que c'est B, Turok Dinosaur Hunter sur Nintendo 64? Oh, shit. Ou est-ce que c'est C, Star Fox 64 sur évidemment le 64? Moi, je peux pas aller contre Final Fantasy. Ouais, moi, j'ai ça. Vous, monsieur Alfredo? Ben. Est-ce que t'avais dit d'autres? Turok Dinosaur Hunter ou ben Star Fox 64? Oh, Star Fox. Mais d'après moi, c'est Final Fantasy. Alfredo? Marco? Hey. Ben oui. Voilà. Final Fantasy VII. Je pense que on a joué la semaine passée GoldenEye, je pense que c'est sorti en 97. C'est très possible. Ouais, parce que Perfect Dark est pas sorti en 99, 2 ans plus tard. C'était à peu près le même concept, là, Perfect Dark. Ça ressemblait pas C'est mal pas à la- GoldenEye. 99, c'était pas fini 64 à peu près? Je pense C'est pas. non. Ouais, Ça a commencé avec la fin, 99 me semble, non? ben c'est ça. Perfect Dark est Ouais, arrivé, ça a tout fermé. Ok. Ben ouais, ça disait Perfect Dark, ça disait dedans. Hein. Là, dans le monde du sport, ça va faire plaisir à Marco, celle-là. Au Super Bowl, les Packers ont battu. Perdu. Non, ont battu les Patriots oui, de Brett Favre. l'Angleterre. Ouais. 35-21. Avec évidemment le MVP qui était Brett Favre, si je ne me trompe pas. Et les quarterbacks s'affrontaient étaient Brett Favre et l'autre, tu as un gars, c'est qui, Marco? C'était contre qui, t'as dit? Les Patriots. C'était Drew Bledsoe. Oui, l'avant Tom Brady, of course. Et là, Marco, c'est à ton tour. C'est le Magazine du mois de janvier 1997. Yeah. De Stone Cold Click. Et des prédictions de 97 avec Sean et Austin sur le cover. C'est où qui a fait qui a écrit cet article-là? Vince Russo. Exactement. C'est signé Vince Russo, cet article-là. D'ailleurs, parenthèse, là, mais c'est quand même quelque chose de rare là, pour ceux qui sont fans de Stone Cold, la plupart du monde. Là. Il va être sur le podcast de Chris Van Vliet. Ou ben, à l'heure qu'on enregistre là, c'était la semaine passée. Fait que c'est quand Stone même une des rares entrevues. Puis ça va être en direct de son ranch parce qu'il sort pas de son ranch. Non, c'est sûr. Il est mieux de poser la question. Il sort de son ranch, mais il faut que tu payes en esti pour que ça arrive. Là. Il est mieux de poser la question pourquoi il était pas là à 40. Hein. Bah, sûrement qu'il va le faire, là, j'imagine. Oui, oui. Ouais. Ça va être la vraie réponse? Sûrement pas. Et la découpeur de journaux alentour de l'événement Rumble 97, on le voit à l'écran dans quelques secondes. Et voilà, Sean contre Psycho Sid, une confrontation David contre Goliath. Fait que, quand même cool de voir ça. Non, moi, quand j'étais petit, là, quand j'étais jeune, là, qu'il y avait les chars à Montréal, là, aussitôt qu'il y avait un affaire de même dans le journal, je le découpais tout le temps. Puis je le regardais, puis c'est ça. Puis aujourd'hui, t'es plus. Non, je les ai plus pantoute. Je sais pas ce que je faisais avec, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Puis évidemment, avant de terminer le segment, ben voici le VHS avec No More Mr. Nice Guy dessus. Et aussi les matchs de la soirée qu'on va avoir aujourd'hui. Ça, c'est cool. Là. Pour vrai, les VHS sont cool pour ça. Là. Même les VS en arrière. Là. Ouais, c'est nice pour vrai. C'est vraiment beau. nice. Ouais, pour l'époque. Tu devrais, Oui. tu sais, le thumbnails, là, tu devrais mettre les matchs comme ça en arrière. Quand c'est les vieux thumbnails, ce serait cool. Je pourrais essayer pour un de temps en temps. Je pourrais checker ça. Ouais, pour être cool. Les gros pay-per-view, mettons, là, tu sais, comme Big Four. Là. Ouais. Fait que voilà, c'était dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. Puis, on peut-tu braguer? Ouais, vas-y. John Cena qui nous suit sur X. C'est fou quand même. Ben, quand même nice, là. Ah ouais, c'est très nice, en effet. C'est lui, tu penses qu'il contrôle Ben, sûrement pas. ses réseaux? Sûrement pas. Non. Ben, sur Instagram, il pose des affaires fuckées, là. Je pense pas que c'est quelqu'un d'autre, là. Mais il doit avoir de quoi, parce que tu sais, des fois, quand on fait sur YouTube les podcasts, là, on parle de quelqu'un, puis après ça, on voit son image en dessous quand on fait des recherches, puis ça clique des affaires, des vidéos sur lui. Peut-être qu'il y a une façon de savoir ça, peut-être quand on parle de lui. Peut-être. L'algorithme. Une heure après qu'on a enregistré sa bio, il nous suivait sur X. Puis le pire, c'est que j'ai recommencé à poster sur X pour cette année parce que tu sais,
quand tu veux faire des entrevues, mettons, avec des gros noms. Des gros noms, tu sais, un genre de Vince Russo qui parle anglais, puis tout, ben, c'est le fun de les mettre sur des plateformes que les Anglais utilisent un peu plus. Ouais. Les Anglais. Les Anglais. Dans l'anglais. Ok, voilà. Et avant d'aller avec le review, les champions en puissance à la WWF et la WCW aussi, parce qu'il faut faire le contraste entre les deux. World Champion à WWF et Psycho Sid. Le champion intercontinental, les Hunters Thamsley. Wesh. Et les champions par équipe sont Owen Hart et le British Bulldog Davey Boy Smith. La WCW, le champion mondial est bien sûr Hollywood Hulk Hogan. Champions par équipe sont les Outsiders, Nash et Hall. Champion US, c'est Eddie Guerrero. Champion Cruiserweight, c'est Dean Malenko. Le champion télévision, c'est le Prince Ayokea. Et la championne féminine est Akira Okuto. Elle était tirée au couteau. Hein? Elle est taillée au couteau. Oh là là. Attends. Merci. C'est vrai, parce que les fans de TJ, ils aiment deux affaires. Ils aiment Aujourd'hui dans l'histoire puis le soundboard. À part ça... Dans la vraie vie, qu'on appelle. Et plate que c'est juste 10% de tout ce qu'on fait, là, mais... Arrête, c'est pas vrai pantoute, puis tu le sais. C'est 15%. Bref, Rumble 97 est la 10e édition de ce nom, le Rumble, puis il y a eu le 19 janvier 97 à l'Alamo Dome, à San Antonio, au Texas. 60 477 fans dans l'assistance. Hey! Oui. Ça, c'est fou. 60 000 personnes en 97. Je me souvenais pas qu'il y avait eu un Rumble avec autant de monde. Ben, l'Alamo Dome, c'est gros, là. C'est gigantesque. Ouais, je sais. Mais je me souvenais pas qu'à l'époque, il avait fait un Rumble. Parce que, tu sais, à cette heure, ils en font souvent dans les stades. Là, mais ouais, c'est tout dans la star. Je me souvenais pas de ça. Là. Ouais, pour vrai, beaucoup de monde. Puis l'histoire là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de billets là-dedans que c'est genre, au moins le quart, c'est genre des comme tickets. Là. C'est pas tout le monde qui a acheté des billets parce qu'il voulait remplir la place, qu'il avait dit. Là. Fait que, en même temps, ça ne change rien qu'il y ait du monde pareil dans la place. Là. Ouais, exact. Ouais. Puis le payé pour voir une cote d'achat de 196 000 foyers qui ont commandé le pay-per-view à la télévision à la carte. Et puis l'assistance, comme on en a parlé, ça a été l'assistance record pour un Royal Rumble jusqu'à temps qu'ils battent l'année passée avec celui Indianapolis par 9 866 fans de différence. Et avant le début de l'événement, la foule a le droit à 2 dark matchs et aussi un combat free-for-all 30 minutes avant l'événement. Dans les dark matchs, Perro Aguayo Jr. et Venom, et le tag team privé de Marco, ont battu Maniaco et Mosco de la Merced. Oh yes! Dans un combat par équipe. Et après, dans un autre match par équipe, Blue Demon Jr. Octagon et Tine Issei Blasé Jr. ont battu Abismo Negro, Heavy Metal et Hysteria dans un 3 contre 3. Et pour ce qui est du pre-show, sale nom pour un luchador, Heavy Metal. Oh. Ouais. Pour ce qui est du pre-show, le free-for-all avant l'événement, il y a un combat par équipe avec les lutteurs mini. C'est comme ça, ils appellent même, il faut juste dire. Des nains, ils appellent ça comme ce que c'est. Des nains. Non, moi j'appelle ça comme ils appellent ça dans le temps, ils disaient des mini-matchs, fait que j'appelle ça de même. Non, des petites personnes, des nains, puis moi là, j'aimerais ça avoir un nain pour le kicker en bas de mes marches. C'est tout. Parce que tes marches sont en tapis, fait que ça va y faire moins mal. Ouais, exact. Ouais. Là là. Il y avait un combat par équipe avec des nains, des mini, avec La Parquita et Mascarita Sagrada Jr. qui ont battu Mini Vader et Mini Mankind. Je me souviens de ça en plus. Ah oui, je m'en rappelle, moi aussi. C'était malade. Ouais. Puis le lutteur Mascarita Sagrada Jr. a été aussi à WF plus tard en tant que Max Mini. Dommage, c'était pas sur Netflix. Ouais, ça aurait pu, mais malheureusement. Y en a-tu encore des lutteurs que tu peux booker des nains? Ça existe encore? Ben, sûrement. Ben oui, il y a une fête juste de ça aux États-Unis, je pense. Micro Championship Wrestling, je pense que ça s'appelle. Si un jour on finit par faire un show, je pense qu'il faut booker un combat de nains. Je pense que c'est un must. Ouais, ben oui. Mais attends, ça dépend. Tu sais qui après les marches après ou. Ben, je vais demander dans son prix si je peux le kicker. Là. Accompagne-les. Mets tes épaules de même. Mettons un match pre-show puis je peux le kicker après, mettons, parce que mettons il perd le match, je l'accompagne, il perd le match, je le kick. Là. Ben oui. Ok, parfait. C'est booké, c'est bon. Le deuxième match, il va y avoir eu Free for All avec le Bulldog et Owen, qui est champion par équipe, qui défendait les ceintures contre Pierrot et Cybernetico. Pierrette. Pierrot. Contre Pierrette. En tout cas, on sait qu'est-ce qu'il fait après avoir mangé un gros repas. Pierrot. Il y avait déjà le doigt sur le piton de soundboard juste pour... il n'est pas bougé de place. Ouais, je pense qu'il est toujours là, le doigt. Là. Et
Et de l'autre côté, ça devait être Furnace et Lafont. Mais le match n'a pas eu lieu. Mais les Pierre et Medico ont été mis dans le Rumble à la place pour compenser. Voilà. On commence avec la signature duel depuis plus de 50 ans, etc. La force révolutionnaire dans les divertissements sportifs. Et après ça, on a l'intro avec la narration, comme je les aime, avec la voix de Jim Fagan. Alors, voici, cher public, la traduction. Pour Shawn Michaels, ça a toujours été à propos d'être champion. Certes, il a été surnommé showman, arrogant et flamboyant dans sa jeunesse, mais le cœur de champion a toujours été là. Et quand il a vaincu Bret Hitman Hart à WrestleMania 12, c'était la confirmation de son rêve d'enfance. Le moment marquant définitif dans la grande jeune carrière de Shawn Michaels était réalisé dans la défaite. En novembre dernier, au Madison Square Garden, le rêve a été fracassé aux mains de Sid de Cinglé, mais pour Shawn, c'était une préoccupation secondaire. Ce soir-là, le boy toy a grandi, montrant de la compassion et de l'humanité. Il se foutait bien de la ceinture, mais pas du sort de son mentor déchu. Ce soir, ce n'est pas à propos d'ego ou d'accolade. Il n'y a plus que le championnat en jeu. Ce soir, c'est à propos de justice, rédemption, une renaissance en quelque sorte. Ce soir, l'enfant chéri de San Antonio revient à la maison, plus vieux, plus intelligent. Innocence perdue. Ce soir, l'enfant chéri revient, un homme. Et maintenant, le Royal Rumble 1997. Voilà. C'est mieux quand c'est Vince qui le fait. La poésie. Ben, c'était pas Vince qui le faisait, ça, là. C'est Jim Fagan, je l'ai dit tantôt. Ah, ok. Excuse. Ouais. OK, pal. OK. Ensuite, on a les pétards qui s'ensuivent avec les voix de Vince McMahon qui souhaite la bienvenue à l'Alamodome, mais à ses côtés, Jim Ross et Jerry the King Lawler. Il parle de l'ambiance ce soir dans le dôme, et Lawler dit qu'il a hâte de voir Shawn contre Sid. Et après ça, McMahon envoie aux commentateurs présents ici ce soir avec les collègues espagnols, Carlos Cabrera, Hugo Savinovich et Arturo Rivera. Et c'est suite de la suite de la francophonie avec un duo père-fils, Raymond Rougeau et Jacques Rougeau Senior. C'était-tu le seul show qu'il a fait avec son père? Ça a l'air qu'il y en a un autre. J'ai entendu dire que je pense que 97 sur RC 97, il était là, je pense. OK. Mais c'est les deux seuls. D'habitude, c'était avec Jean. Puis je pense que c'était juste pour la télévision à la carte que c'était Jacques puis Jacques Senior puis Raymond, parce que j'ai écouté le Coliseum vidéo l'autre jour pendant que je faisais d'autres affaires, puis c'était Raymond puis Jean Brassard qui parlaient par-dessus. Fait que sûrement qu'ils ont fait la traduction après. Là. Faudrait poser la question si c'était une demande, que c'était un rêve qu'il voulait faire ça avec son père. Sûrement. Probablement que c'était une demande spéciale aussi. Sûrement. Il doit être décédé, son père. Oui, absolument. Ouais. Ça fait une couple d'années quand même, ça fait un petit bout. Ouais. Et là, on entend la musique de Goldust, ce qui signifie qu'on est prêt pour le match numéro 1. Goldust avec Marlena contre Hunter Stemsley pour le championnat intercontinental. Et l'arbitre du match, Earl Hebner. Un est qui passe Triple H, même là-dessus. Là. Et là, on voit le 97 là-dessus. Là. Très beau. La révétante Goldust et Hunter Stemsley était centrée sur la gérante de Goldust, Marlena. Lors de l'émission gratuite pendant la In-House 12, Hemsley a tenté de séduire Marlena. Et Goldust a répliqué en attaquant Hemsley lors des matchs les semaines suivantes. Et la rivalité s'est intensifiée le 30 décembre 1996 lors d'un épisode de Raw opposant Goldust à Jerry the King Lawler. Et Hemsley a fait irruption dans le ring et a essayé d'amener Marlena de force backstage. Marc Mero, qui avait perdu le championnat intercontinental contre Hemsley avant, lui a barré le passage. Mais cette distraction suffit par perdre Goldust par les comptes extérieurs du ring. Après ça, il y a une collision entre les deux, entre Mero et Goldust pour que Hunter se pousse. Fait que voilà. Parce qu'il faut savoir que Hemsley, quand il est arrivé, c'était un peu le but là, de Ladies Man de trouver sa manager. Il en a passé une coupe. Il y a eu Sable aussi là-dedans, dont la rivalité avec Mark Mero. Là, puis avec Chyna qui a trouvé sa femme. Le mercuriel, Marc Mero, il faut le dire. Le mercuriel, Marc Mero, oui, effectivement. Après, on a un paquet de vidéos qui parlent de rivalité avec ce que je viens de vous parler un peu. Là, fait qu'on ne parlera pas de ça. Fait qu'après ça, Hemsley fait son entrée avec son nouveau bodyguard, Monsieur Hughes. Ça, c'était... Ben, ça n'a pas duré longtemps. Là. Je sais pas bien. Même la toune, je me rappelais pas qu'il y avait eu cette toune-là. Ben, Triple H, j'ai beau dire ce que je veux de lui, mais ses tunes ont toujours été bonnes. Toutes ses tunes. Ouais, toutes ses tunes. Ouais. J'aimais mieux l'autre, là, la toune aristocrate. Ouais, la plus calme, là. Ouais. C'est sûr que c'est weird comme. Je comprends pourquoi il y a Switch, mettons. Ça, c'est après, j'imagine? Ouais. Ça, c'est après, ouais. Pour faire plaisir, je vais mettre la toune après le podcast audio.
la première tune d'Emsley. Et après ça, ouais, c'est Curtis Hughes qui était retour à la WWF depuis 93. Il est parti en haut 93. C'était pas annoncé de nulle part non plus. Fait que c'est une surprise qu'il soit là ce soir au Rumble. Fait que voilà. Goldust a attaqué Emsley dans l'allée, puis l'a projeté dans le ring avant de le renvoyer hors du ring. Et Goldust a slamé Hunter, la gorge en premier contre la barricade. De retour dans le ring, Emsley a porté une goutte atomique, mais Goldust a répliqué avec une catapulte qui a envoyé Emsley par-dessus la troisième corde. Et Goldust a lancé une partie des marches en acier sur le dos d'Emsley et l'arbitre Earl Hebner ne réagit pas. Et après ça, Hunter a repris le dessus en étranglant Goldust sur la troisième corde, mais Goldie a répliqué avec une corde à linge en pleine course pour un compte de 2. Hunter a éjecté Goldust du ring et est monté sur la troisième corde et a fait un double coup de hache dans le dos du Bizarre One à l'extérieur du ring. Et le combat s'est poursuivi au sol avec Emsley qui manque un coup de genou sur Goldust et qui s'est cogné le genou solide sur la barricade. Après ça, Goldust a lancé des coups de pied dans la jambe de Hunter et il lui lance dans les marches sur la jambe gauche. Retour dans l'arène, Goldust a continué à s'acharner sur la jambe de son adversaire. Puis a piqué un figure 4. Puis la foule, pour vrai, la foule, elle s'en crisse pas mal là, de ce match-là, on dirait. Là. Mais le match est buildé bizarre un peu. Là. Je sais pas si. Ouais, c'est pas un premier match, mettons. Là. Non, en même ça temps, donne pas le ton. Là. Il n'y a pas grand match qui aurait pu être premier match à part. On va en parler tantôt peut-être. J'ai peut-être une petite idée, mais il n'y a pas grand match qui scream match numéro 1 là-dedans, bon opener. Là. Manquait d'heavy metal dans ce match-là. Ouais, mais tu t'entends, pas trop vite, tu vas le voir tantôt. Et autour d'Emsley d'envoyer Goldust dans les marches et ensuite contre la barricade. Et Hunter a essayé d'utiliser la chaise du réalisateur Marlena, la réalisatrice, pardon, comme arme, mais l'arbitre l'en a empêché. Et après ça, dans quelque chose qui va arriver une autre fois tantôt, qui est quand même un peu weird, que j'ai pas trouvé ça. Todd Pettengill est ensuite vu dans la foule, en plein match, à discuter avec le chanteur country Colin Ray, qui puis ça finit qu'il demande de chanter un bout de chanson. Fait que, vraiment random, pas mal. Même Lawler avait l'air de trouver ça assez random. Tu sais, au moins, WWE attend après entre les matchs pour dire que telle personne est là au show, au moins à cette heure. Ouais. Même s'ils font 15 fois par show à cette heure aussi. C'est dégueulasse. Je sais qu'on le sait, là, mais Lawler aux commentaires, est-ce que je m'ennuie de ça, man? Les calls bon. qu'il fait, là. Il est bon, il est vite, il est bon. Oh, moi, j'aime quand il rit. Ouais. Mais tu sais, c'est borderline, ça passe plus aujourd'hui, mais je trouve qu'on a besoin de ça pour s'enlever le balai du cul un peu. Ben, il y a moyen de faire la même chose sans dire les propos qu'il disait. T'sais. Ouais. Ben, Corey Graves, c'est une bonne job. Ouais, il n'y a pas la couleur de Lawler, c'est pour ça. Mais c'est parce que c'est pas le même genre de comedic timing aussi qu'il y a. Lawler, il était bon là-dedans. Là. Lui et Inan, les commentateurs, c'était les bons parce qu'il était quick-witted, fait que c'était facile pour eux autres. Il n'y en a plus de ça. C'est bon. Pensez-vous que c'était écrit d'avance? Je pense pas. Pense pas. Mais il y en a un autre là, qui est dans cet event-là, la GPW, qui est pas payé. Marco qui s'appelle, je pense. Oh! Mais moi, je suis vraiment bon pour. En fait, pour pas aller l'autre bord de la ligne parce que ça serait facile en tabarnak d'y aller à chaque fois. Là. Ouais, tout, mais c'est ça. Hein? je me retiens, je me trouve bon pour me retenir pour vrai. Parfait. Tiens-toi encore. Hunter donné un coup de genou en sautant, mais le con s'est arrêté à 2 avec Triple H qui tient sa jambe encore en douleur. Et Goldust s'enchaînait avec une ligne sautée, puis a attendu de réveiller la foule qui a marché un petit peu. Et après un surpassement, Goldust est ensuite monté sur la troisième corde, mais Hunter a poussé l'arbitre dans les cordes pour le faire tomber. Entrejambe premier dans le coin. Et Goldust a fait tomber Emsley avec un coup de tête, mais a manqué une descente du coude du top quand Hunter se tasse. Le fameux spot qui a personne dans la piscine. Et M. Hughes a lancé l'état continental à Hunter. Marlena est montée sur le tablier. Hughes a distrait l'arbitre. Puis Emsley a embrassé de force Marlena. Puis Goldust, après ça, a frappé Hunter. Puis l'a frappé avec la ceinture. Hughes a sorti Hunter du ring pour empêcher de faire le compte de 3 et perdre la ceinture. Puis Goldust a pris le cigare de Marlena puis l'a enfoncé dans le visage de Mr. Hughes. Puis Hunter en a profité. Ça aussi, c'est un spot qu'on voit plus à cette heure. Hunter a profité pour porter une corde à linge derrière la tête de Goldust. Puis ensuite, il a fait le pedigree pour remporter le match par tomber à 7 minutes 50. Donc, champion continental, toujours Hunter Emsley. Combien de temps t'as dit? 16-50. Okay, ouais, c'était long le match, c'était trop long. C'était fucking long. C'était trop long. Puis le pedigree, on s'entend que c'est un des meilleurs finishes of all time. C'est la solution. Ouais. Mais pour vrai, c'est un esti beau finish, là, le pedigree. Là. Ben, ouais. Oui, absolument, c'est pas ça que je veux dire, mais oui, c'est un très beau finish. C'est un combat un peu dull, j'ai trouvé quand même. Puis
La structure était bizarre, là. Tu sais, le face a dominé genre le 3/4 du match, comparativement à ce que ça aurait été le contraire d'habitude. Puis, je sais pas, j'ai vu pire, mais je trouvais que c'était pas top. Moi, je regardais comme du coin de l'œil, puis à chaque fois que je regardais, Triple H était à terre. Ah ouais, il a mangé à voler tout le long. C'est bizarre. Ils ont quand même une bonne chimie ensemble, là, en général. Non? Moi, je trouve que oui, là. Elle est moyenne sans plus, je te dirais. Là. OK. Ouais. T'as donné combien, toi? J'ai donné 2, moi. Oh. Ah, on a la même affaire, 2 aussi pour moi. Ah, OK. Parfait. Je pensais que tu allais donner moins que ça, parce que j'ai des matchs qui sont moins que ça, là. Je pense que j'en ai un qui est moins que ça. Mais c'est pas mal mon match le moins bon de la carte, j'ai trouvé. Mais bon, on parlait tantôt. Toi, Alfredo, donnerais combien de même? 2. Ouais, sur 5 ou sur 10, là. Ouais. Ah, sur 5. OK, 1.5. Et la rivalité entre les deux va durer jusqu'en avril avec l'ajout dans les prochaines semaines de China qui va remplacer Hughes comme garde du corps. Puis je sais pas pour vous autres, mais je pense que c'est un upgrade. Crée ça. Ouais. À peu près. Puis en fait, M. Hughes a duré 2 semaines avec Hemsley avant de quitter. Puis il va faire un bref retour en septembre 99 comme garde du corps pour qui cette fois-ci? Savez-vous? Souvenez-vous? C'était pas Dumpster, non? Dumpster? C'est ça, Dumpster. Duke de Dumpster. Mais non, il n'est pas venu comme bodyguard de 12 Jersey. Ça n'a pas de sens, là. Voyons, toi. Non? En 99, comment, là? Ah non, mais non, mais non. Ah, 99, non, non. Hey, excuse, hein? Excuse, parce que j'ai les pilules de grippe qui viennent de kicker in. Ouais, je vois ça. Ben, t'as pas de guess? Mais non, j'ai pas de guess. Toi, Alfredo? Aucune idée, ça. Septembre 99, là. Ah oui. Ben, c'est celui qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Chris Jericho! Ah ouais. Tu sais, il y avait genre sa veste silver, puis il y avait ses lunettes, puis il y avait des cheveux coupés un peu, là. Ben, quand il est arrivé, là. Non, pas Jericho, je parle de Curtis Hughes, là. Il était pareil. Ah, ok. Il était bien. Je parle pas de Doug Jersey non plus, là. Fait que, c'est ça. Voilà. Les brefs histoires de Mr. Hughes. Prochainement, au podcast en biographie. Ouais, je penserais pas, non. Quoi que cette année, on a des noms quand même. Ben, pas. Ben non, comparé à lui, c'est tous des gros noms, là. Ouais. On a des noms plus légers. Ouais, en effet. On nous envoie des commentaires pris avant le show de Brett et Mankind. Brett est assis dans le vestiaire et il dit que les gens disent qu'il va être un homme marqué ce soir dans le Rumble. Marc dit qu'il est habitué. Il l'a toujours été. Et de la façon dont il voit les choses, le Rumble, ce soir, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai déjà pris de pas en arrière déjà comme c'est là. Le Rumble, personne ne va pouvoir stopper l'excellence de l'exécution. Il va y avoir un homme qui va rester debout quand tout va être dit et fait, et ça va être moi. Puis j'ai bien aimé Brett avec ses petites lunettes de soleil. C'est cool, Brett. Ouais, tellement. Mankind est assis par terre dans une pièce noire dans l'aréna. Il dit que tout le monde voit le Rumble comme une chance de se battre pour le titre à WrestleMania, mais lui, il voit ça comme une chance de faire mal à beaucoup de monde, du monde qui aime, mais du monde qui aime pas non plus. Puis il dit que ça va être une belle journée. Pas pour ça, la violence, moi. Non, toi, non, absolument pas. C'est mieux le bitchage. Hein? Exact. Ouais. Match numéro 2, parlant de bitchage. Farouk, avec la nation de domination, contre Ahmed Johnson. Avec l'arbitre du match, ton préféré, Marco. Mike, Oui. Kiki Kiyoda. Hey, ça se dit, hey, parlant de... Ouais. Hey, Kiki, parlant de casque, moi, c'est ce casque-là, j'aimerais avoir en cuir. Celui de Farouk. Hey, ça serait malade. Je suis sûr que tu pourrais avoir un deal avec quelqu'un et t'en fasses un. C'est sûr. Pour vrai, là. Ben, pour vrai, ça serait malade. Pour vrai. Ça passerait peut-être pas avec les couleurs, là, mais. Ouais. Imagine tu en fais un, puis tu le fais signer par Farouk, puis D'Lo Brown, puis Mark Henry, puis du monde de même, ce serait cool. Yellow Brown cherche trop cher. Voilà. Si tu le vois, une convention peut-être moins cher, peut-être, on va voir. Ouais, peut-être. Ouais. Et les membres de la nation de domination sont Crush, PG-13, Clarence Mason, D'Lo Brown, ainsi que plusieurs autres personnes inconnues. Hey, ça, je me rappelais zéro de ça, là. Cette nation-là. PG-13? Là. Ben, ouais, c'était qui les deux blancs? C'est qui? Ben, c'est des lutteurs, mais. C'est Ça, ça, c'est c'est vraiment la des chanson. Ouais. Ah Ouais, c'est des lutteurs de Memphis. Ah ben, même Ouais. Crush, ben, je me rappelais. Ben, tu sais, Avec son tatou d'en face. c'est-tu bien longtemps après que Mark Henry, puis D'Lo, puis Rock, ils se joignent? Ben ça, c'est 87. Début 98, je te dirais. Ben, Ouais, fin 97 pour Maivia, puis début 98 pour Mark Henry. Ben, c'est quand même cool comme look. Ça fait très Black Panther, là, mais c'est quand même cool comme look de. Ah oui. clan, Ah là. oui. C'est vraiment nice. Wakanda Forever. Ouais, c'est ça.
Un montage vidéo retraçait les événements survenus entre Farouk et Ahmed, préparant ainsi le terrain pour ce soir. Le 22 juillet 1996, Farouk Assad, à l'époque, a fait ses débuts à la WBF et a attaqué Ahmed Johnson, qui était champion intercontinental à l'époque. Il a finalement attaqué Johnson parce qu'il n'était pas vraiment sorti de la rue, comme contrairement à ce qu'il prétendait. Oui. Question quiz. Ahmed Johnson avait battu qui pour devenir champion intercontinental? Tu me portes ça à mot, Alfredo? Ben Parce que oui, tout de suite, voyons. Ouais, ben, vas-y. c'est Goldust. OK. Ah ouais. Fait de sens. OK. Ah, tu savais pas? À Henry House, non? C'est ça? Non, King of the Ring 96. OK. Ah, je m'en souvenais pas. Ah, ok. Mm. Parfait. Peu après l'attaque, Johnson a reçu un diagnostic de véritable problème rénal. Et la WF pas rénal pareil. Là, genre. C'est drôle que tu parles de ça parce que hier, j'ai pissé une pierre. Hein? Ah! Ouais. Ben ouais, on a. Pierre qui? Ben, pierre au. Pierre de foie. Elle était pognée dans le tunnel. Oh my God. Ça a sorti à un moment donné. Ouais. Ça te fait mal? Ouais. Un peu quand même. Ben, c'est ça, on peut revenir au programme en cours. T'as de quoi en commun avec Johnson d'abord? Oui, pas juste la casse de cuir. Non, c'est pas lui qui casse le gars, c'est l'autre. Le Bluff a déclaré que l'attaque de Farouk avait été entraînée de l'hospitalisation de Ahmed Johnson, mais c'était pas vrai, c'était vraiment un vrai. C'est la version qui a fait pourquoi c'est arrivé. Puis Ahmed était capable de lutter pendant plusieurs mois, il était contraint de mettre la ceinture intercontinentale vacante. À son retour à la WWF, il est intervenu dans plusieurs matchs à la nation de domination, le clan de Farouk, of course. Il est attaqué avec une planche, ce qui a amené à Johnson à être suspendu pour ses attaques. Et en décembre, la blessure de Johnson était suffisamment guérie pour lui permettre de reprendre la lutte et le match programmé pour ce soir, Royal Rumble. Un des plus gros letdowns de l'histoire de la lutte avec Johnson, ça aurait pu devenir quelqu'un de très important, je pense. Hein. Ouais, mais on comprend quand il parle d'un. Ouais, c'est une méchante patate dans la bouche, c'est fou. Puis deux, ben, il se blessait souvent, puis il blessait du monde, fait que c'était pas... Ouais. Mais tu sais, il y avait tout pour réussir, mettons, là, si... Ben, il y a une bonne run quand même, genre début 95 jusqu'à peu près ce temps-là. Là, ouais. C'était une bonne run. Mais il aurait pas à avoir les souliers de Rock, mettons. Non? Ben, il aurait pas être comme le Ron Simmons de WWF, genre le premier champion noir de la compagnie. Là. Ça aurait pas arrivé, c'est sûr. Là. Je pense qu'il allait là-dessus s'il aurait continué et il n'aurait pas eu des problèmes. Là. Sean n'aurait pas laissé faire ça, non. Ouais. Ben, Sean, ça va mettre de la répéter en deux, Sean. Ouais, Johnson a attaqué d'emblée avec des coups de poing, ce qui était compréhensible vu que son désir de vengeance. Il a juste sa puissance sur Farouk dans le coin du ring avec plusieurs coups. Et quand Farouk a quitté le ring, Johnson l'a projeté contre le poteau. Et après ça, Farouk a riposté en frappant Johnson dans les côtes, mais Ahmed est revenu avec une line ensuite. Il s'est emparé de sa ceinture en cuir que Farouk s'apprêtait à utiliser et l'a frappé avec. Il a ensuite envoyé Farouk percuter les matchs de plein fouet. Et Farouk a repris le dessus en demandant à un membre de la nation de distraire Johnson. Il a permis de faire de le mettre à terre avec une corde à linge. Après ça, Farouk l'a ensuite slamé sur le bord d'une chaise côte en premier. Puis après ça, il dans le dos avec la chaise, juste devant l'arbitre, qui a encore une fois pas réagi. C'est une chaise de métal? Absolument, oui. Parfait. Mais pas deux, juste une. Puis on voit un pattern là, avec les arbitres qui, genre, il y a des coups de marge, des coups de chaise, puis ils collent rien ou presque. L'attitude, hein? Ouais. C'est ça. De retour dans le ring, il faut qu'on a malmené Johnson avec des coups de poing, des coups de pied aux côtes, pardon. Puis après ça, il a appliqué un chin lock. Puis Johnson a réussi à se relever avec Farouk sur ses épaules. Il a projeté au tapis en chaise électrique. Après ça, Farouk est monté sa troisième corde. Il a sauté dans les bras de Johnson, qui lui a fait un solide power slam. Un très beau spot. C'est pas juste dans les cordes. Johnson a sauté dans les bras de Farouk, puis il a porté un spinebuster. Et après ça, Johnson s'est relevé pendant que Farouk insultait le public, pardon. Il a porté un spinebuster à son tour. Après ça, Crush avec son tapis en face, était dans le ring. Mais Johnson l'a sorti. Et d'autres membres de la nation de domination ont entré dans le ring, ce qui a mené à la disqualification. Très dommage. Mais ça ne s'arrête pas là. Après la décision, Ahmed s'est emparé de Wolfie D et l'a projeté sur d'autres membres du clan. C'est JCI, c'est Wolfie D, les PG-13. Ça c'est bien ce que tu as trouvé, non? C'est sûr, hein? Non, c'est les noms qu'il y avait à Memphis, je pense. OK. Ouais. Après ça, Johnson en prenait à Farouk avec un homme en complet l'a attaqué. Johnson l'a envoyé s'écraser contre les marches. Puis il l'a ensuite relevé, il lui a infligé le coup de la rivière perlée
qui est un Tiger Bomb à travers la table des commentateurs français devant Raymond et son père Jacques. Puis après ça, il a posé ensuite dans le ring pour conclure le match. Votre Dommage verdict? quand même. Dommage parce que c'est une bonne rivalité, la bonne intensité au début du match, mais c'est comme tombé flat. Puis les interventions, puis à un moment donné, je me suis comme perdu là, dans ça. Là. Combien de temps que a duré le match, Je sais précisément? pas, j'ai pas vu, j'ai pas marqué Ok, celle-là. attends, je pense que je l'ai ici. Bouge pas, là. Pas 14, genre? Mais, ouais, 8 minutes. Est-ce que ça a paru plus long que ça? Ben, 8 j'ai dit minutes 14 en 48. partant, ça donne une idée. Ouais, c'est ça. Fait que, non, moi, ils m'ont perdu rapidement dans ce match-là. C'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Vous, M. Alfredo? J'ai bien aimé la toune de... Ça sent gros sur le match. non, c'était pas carré pour elle. Une bonne intensité entre les deux, j'ai trouvé. C'était pas ça le problème du match. Là. Mais ça avait rien de. L'exécution était correcte sans plus. Là. Puis le fait que ça finisse en DQ n'a vraiment pas aidé, mais en tout cas. Non. Il a déjà eu un bon match, Ahmed Johnson. Oui. Oh oui, Ouais. il a eu de bons matchs. Avant, là. Oh ouais. Il y a eu de bons matchs. Congoda, c'était bon. Fait que non, j'ai donné un peu plus que ce match-là que l'autre de tantôt. Mais pas de beaucoup, par exemple. J'ai donné 2 écarts sur 5. Oh, wow. OK. Ben là, c'est pas si pire. Là. Ah non. Moi, j'ai donné 1 écart. Si, ouais, c'est un peu harsh. Ouais. J'ai vraiment, vraiment moins aimé ce match-là que l'autre. Puis pourtant, j'ai pas vraiment aimé l'autre. Fait que... C'est vrai, hein? Ouais. Bon, on va donner 2,5 parce que Ahmed Johnson a une bonne tonne. On a de la lutte pour des tunes à cette heure. Il pourrait travailler pour Melzer. Lui, ses notes font autant de sens que lui. Alors, non. J'avais donné 2.5 à un match de Matt Johnson, des voitures. Ben, si la musique avait été japonaise, il y aurait eu 5. Là. Une version japonaise à toute d'Ahmed serait malade. Wow. La rivalité entre Farouk et Ahmed va encore durer plusieurs mois encore, avec même Johnson qui va finir par joindre la nation de domination pour se faire renvoyer après, pas longtemps, par Farouk quelques semaines après. Puis la FIO n'a pas vraiment eu de blow-off, malheureusement, pour ça. Dommage. Puis ça a duré longtemps, là, quand même, quand tu y penses. Là, 96 à 98, c'est long, on estime. Mais wow. J'aurais aimé avoir un match Ahmed contre The Rock avec une bonne histoire, un bon match à la fin aussi. Mais je dis qu'il n'y a pas eu de blow-off, mais le match à WrestleMania 13, c'est quand même un blow-off quand même. Là, avec la nation contre LOD puis Ahmed Johnson, avec Ahmed qui gagne à la fin, là, mais quand même. Les attentes étaient plus élevées, mettons. Ouais, c'est juste dommage, là, mais en tout cas, ça arrive. Cette entrevue réalisée plus tôt dans la journée avec Terry Funk. Il dit qu'il y a des lutteurs plus vite, plus forts, plus gros et plus jeunes que lui dans le Rumble, mais c'est son patelin qui dit Terry Funk. Il dit qu'il est logé et nourri au Texas et qu'il est né pour gronder. Interview time avec Todd Pettengill, Farouk et le reste de la nation de domination. Clarence Mason commence à répondre à Todd quand Farouk est furieux. Il demande à une femme et un homme de son entourage de venir en avant pour leur crier après. Il n'a jamais laissé tomber comme ça. Puis il a dit de partir et il dit que Johnson, que c'est pas fini, que c'est partie remise. Et quand il va voir dans le Rumble tantôt, il va lui botter le cul une fois pour toutes. Compris Uncle Tom, dit déterminer le leader de la nation, Farouk. Puis, je sais pas si vous avez remarqué dans la promo, là, tu sais, les deux gars qu'on rit tantôt, le PG-13, les deux, là. Avez-vous remarqué comment ils étaient dans le background? On aurait dit qu'il était comme genre dans Mortal Kombat quand le gars il est sonné, là. Il était tout de même. C'est m'a rechecké parce que ça me fait rire. Là, il vendait le beatdown, c'est genre malade. Ça paraît qu'il était à Memphis aussi, ces deux-là. Ah, wow. C'est bon, ça. Et là, on voit quelque chose qui est moins drôle. Match numéro 3. Vader contre l'Undertaker. Avec l'arbitre du match, Jack Doan. Calice, tu la fasses. Je pense qu'on n'a pas la même appréciation de ce show-là en général. Pourquoi c'est dit ça, là? C'était un match moins drôle. Ah non, mais dans le sens qu'on rit. Ah, ok. Mais là, ça, c'est pas drôle parce que c'est sérieux. Ah ouais. Ok, excuse. Ah ouais. Bon. Et le match entre Vader et Taker n'a pas vraiment de build-up entre les deux, malheureusement. Mais la seule affaire qu'il y a eu, c'est que le 5 janvier 1997, quelques semaines avant ça, à l'émission Superstars, Taker a attaqué le gérant de Vader, Jim Cornette. Il a fait un tombstone par le driver, ce qui a été que laisser Vader sans gérant pour le Rumble. C'était la façon qu'ils ont fait pour séparer Cornette et Vader. Puis les plans initiaux étaient prévus pour que ce soit Vader qui soit champion de WWF contre Shawn ce soir pour
défendre la ceinture là-dedans. Mais Shawn, évidemment, il a fait un petit power play qui chialait parce qu'il faisait trop mal Vader. Fait que Sid à la place. C'était la crise. Était-tu meilleur chum? Sid, c'était un bon chum? Ben oui, c'était pas un bon chum, mais il était safe comparé à Vader. Là, fait que, Ouais. puis il savait qu'il fallait le contrôler aussi. Là, Mais c'est un meilleur gars en général aussi, Sid, là, dans la vie de tous les jours, là, je pense. Là. Ouais, sûrement, mais parce que ça, à la base, c'est ça qui. Sur WrestleMania 96, c'est ça, c'est Sid qui a battu Vader puis il a battu Shawn pour la belt. C'est censé être Vader au début parce qu'il y avait le match à SummerSlam qui n'a pas eu le gagnant. Puis il y avait le rematch au Series que Vader devait gagner. Puis pour se rendre au Rumble à soir. Même scénario qu'avec Sid, mais avec Vader à la place, mais Shawn il n'a pas aimé ça, fait que ça a été changé. Est-ce qu'il est politique sans crise, Sean, quand tu regardes ça là, à travers des années? Ah ouais, mais surtout ces années-là, surtout, je veux dire. Là, 96 à 98, là, il est politique en esti. Parce qu'on s'entend que no matter what, ce qui serait arrivé ou ce que quelqu'un aurait fait, il aurait eu son spot pareil. Là, Sean, il était bulletproof. Là. Puis Sean, en plus, ce qui est malade là-dedans, c'est que souvent, j'essaie de penser aux genre, les meilleurs lutteurs ever, là, les meilleures années de lutteurs, mettons quelle année qui a été le meilleur. Là. Mais non, mais je veux dire, dans le sens in-ring, là, Shawn Michaels de 96 à 97, là, pour vrai, je pense que c'est les 2 meilleures années d'un lutteur ever. Là, pour vrai, côté in-ring. Là. Il s'accroche. Tous les matchs qu'il fait sont. Même les opposants les moins bons, là, c'est tout le temps un bon match. Fait que... Le seul lutteur qui me vient en tête, puis je te le dis souvent, c'est Kurt Angle. Ah, okay. Non, Kurt Angle. Je pense que Kurt Angle, il faisait aucun mauvais match quasiment. Là. Même à télé, des matchs random, là, il était fort en Chris Angle. Là. Y a-tu un lutteur de même, Alfredo, que toi, tu dirais que le in-ring c'était le meilleur, une bonne run d'un lutteur in-ring pendant plusieurs années? Ouf, faudrait que je pense, là. Pense-y, je sais pas. On t'en revient. Le match a débuté avec une série de coups de poing, un échange de coups de poing entre les deux. Et Vader enchaînant avec une close line. Rien crampé. Tu peux prendre une pause si tu veux. Là. Alors, ouais. Tu lui poses une question, je ne sais pas. En même temps, c'est arrivé dans Hour. Je ne suis pas une encyclopédie non plus. Ouais. Ça dépend de quoi. Taker s'est relevé, puis Vader a attaqué. Il a donné un coup d'épaule. Et Vader a quitté le ring et Taker l'a suivi avec une manche double H dans le dos et un uppercut. Vader a porté un neckbreaker en tenant des cordes, mais Taker a riposté avec une leg drop dans le dos, un peu comme un famous sword de Billy Gunn qui va utiliser plus tard comme finish. What a maneuver, dit Vince. Ouais, à peu près à tous les moves. Puis, à un moment donné, là, c'est cool. C'est drôle. Dernièrement, quand on fait nos rétro-reviews, j'essaie d'écouter Vince, voir s'il va caller des moves. Puis peut-être 1 sur 4 qui call à peu près. Là. C'est vraiment, là, sinon c'est What a maneuver. Wow! Il sait que c'est pas nécessaire qu'on ait tous les moves. Je sais, mais c'est quand même impressionnant que ça passe de même parce qu'il est bon dans tout ce qu'il fait. Là. Charismatique. Ouais. Taker avec une descente de la cuisse et quand l'homme de Trotombe a tenté de le marcher sur les cordes. Le deux l'a fait tomber Pierre Tombal en premier sur la 3e corde. Et Vader donnait un low blow au Deadman que l'arbitre n'a apparemment pas vu, même si c'était genre clair comme d'eau de roche qui l'a frappé avec un low blow. Et le Mastodonte a pris l'avantage. Et pour le segment numéro 2 de Todd Pettengill, il est dans la foule, une entrevue avec une jeune femme qui expliquait à quoi économiser son argent de poche. On s'en calisse. Ouais, vraiment. Pour être là pour soutenir Shawn Michaels. Comment? En faisant du gardiennage d'enfants. Puis pour un billet maintenant, il faudrait qu'elle fasse du babysitting pendant genre 5 ans minimum pour un billet des Bleachers. On va refaire cette entrevue-là aujourd'hui, voir comment elle va se sentir. Elle doit être morte. Là. Combien ça t'a pris pour venir ça ce soir? 2 reins. La seule affaire qui serait mieux aujourd'hui, c'est qu'on verrait Jackie Redmond lui demander. Jackie Redmond, c'est ta préférée, Alfredo. Ouais. Ah, ouais. Avez-vous vu les photos du mariage de Maxine Dupree qui est sorti? Oui, elle donne le goût d'être là. J'ai juste vu. Elle et Tiffany Stratton, à côté de l'autre. Comment il s'appelle le gros, là? J'ai oublié son nom. Là. Otis. Ouais, j'ai juste vu Otis en bédaine. C'était cœur. Il était-tu en bédaine pour vrai? Ouais. En bédaine avec Chelsea Green. Puis, wow. Il est malade. Le gars, il fait la gimmick au bout. Ben, il est fou. Ouais. Ben, je suis sûr qu'il est la gimmick. Je suis sûr qu'il est même dans la vraie vie. Là. C'est pas un. Il est où Tucky? Tucky! Je sais pas où ce qui est. Fait que c'est ça, avec un autre segment inutile. Pas bien la WF n'a pas fait ça souvent par après.
Bref, Vader a porté une corde à linge suivi d'un saut de genre coup d'épaule crossbody depuis la deuxième corde pour un 2 count. Et Taker s'est libéré d'une prise d'immobilisation de Vader et enchaîné avec une suplex arrière pour s'en sortir. Et Vader a pris l'avantage après. Mais quand il saute de la 2 comme tantôt, ça permet Taker de renverser ça en power slam de toute beauté, le même spot que le match d'avant. Et Vader est revenu avec une bombe puissante. 1, 2 et non, dégagement de l'Undertaker. Après ça, le Deadman a porté une corde à linge en sautant, c'est marque de commerce. Puis suivi ça, ça marche sur les cordes habituelles, son coup de poing au torse de Vader. Et après ça, on voit l'arrivée vers le ring de Paul Bearer qui fait son entrée. Et l'urne à la main. Et Taker a soulevé Vader par la gorge et il a infligé un chokeslam. Et Taker s'est retourné, il a vu Bearer au bord du ring. Pour ceux qui a fait ça, il a sorti Vader de l'autre bord du ring avec une line, puis il a quitté pour aller frapper Bearer, le faire tomber, le mettant sur son cul. Ça, c'était balade, sale pop. Ouais, vraiment, Bearer, quand il est tombé, il s'est cogné, hein, en plus? Ben, ça, c'est le spot d'après que tu parles. Toi, ah oui. Ben, quand Taker le frappe, il donne une shot, puis il tombe sur le cul, là. ouais. C'était balade. Et Taker a ramené Bearer dans le ring, l'a étranglé pendant que Vader remonte dans l'arène. Et Taker a frappé Bearer encore avec une corde à linge, a envoyé Vader par-dessus la 3, encore une fois. Et Taker a pris son élan et a sauté sur les marches pour attaquer Vader, mais Bearer l'a écarté du chemin dernière seconde. Et Taker a frappé violemment la barricade. Puis après ça, c'est le spot que tu parlais, là. Taker, pas Taker, mais Bearer saute du tablier du ring avec un coup d'urne. Il a pris Taker à la tête avec. Puis il a tombé sur le cul encore, puis s'est cogné à la tête de sa barricade en tombant. Je fais c'est cave. C'était pas le gars le plus. Tu sais, il avait de la misère avec son poids aussi, là, ça aidait pas. Oh, là, ouais. mais... C'était drôle, en tout cas. Il y a une personne qui a dit à un moment donné faudrait que tu slack pour Bearer. Ah, ben peut-être. Oui, mais ça, j'ai entendu dans les podcasts que Jean Preacher l'avait dit qu'il disait qu'il perdait du poids. Ouais, t'es rendu rond en tabarnouche. Ouais, c'était pas... intense. On dirait que sa tête était quasiment cachée par son poids tellement qu'il était rond. Hein, non, Tu sais, là, dans South Park, là, quand la tête de M. Mackey, ça va dans les airs parce que c'est trop serré. Là. Tu vas te passer à ça. Et après ça, Vader positionné Taker dans les cordes, proche de la troisième corde, pour pas son splash, le Vader Bomb, depuis la 2. 1, 2 et 3. L'homme qu'on appelle Vader a remporté le match grâce à l'assistance de Paul Bearer. Le match est en arrière de toi, là. Ouais, j'en doute pas. En même temps. Malade. Et Vader et Bearer ont quitté ensemble, ce qui veut dire sûrement que c'est un coup monté entre les deux. Et non, pas de Sinclair. Taker a regardé l'arbitre Jack Doan de ce qui s'était passé, qui n'avait pas vu le fait qu'il y a eu l'interférence de Paul Bearer. Il a fait un chokeslam. Puis il a lancé une chaise contre le poteau du ring. Finalement, il s'est approché de Vince McMahon. Il a dit quelques mots. Ce que j'aimais là-dedans, c'est que pendant que Taker était là, Lawler était parti. Là. Ah oui, c'est sûr. Le match est là. On va laisser Alfredo parler. En même temps, il va peut-être nous dire c'est qui son lutteur qui a fait tes meilleurs pensées pendant. Mais Bret Hart, pas pire, non? Ouais. C'est un given. Ouais, mais je veux dire, y a-tu un laps de temps, genre de. Je suis dessus, moi. Je sais pas. Ça, on va parler pour toi. On va dire 94 à 85. On va dire ça pour toi. Bon, parfait. Le match, Alfredo. Ben, c'est pas si pire. Je te dirais un bon 3 sur 5. Non, pas vrai, je sais pas. Marco, je parle juste à toi, là. Pourquoi que le monde l'a vu ici? Ben, il est pas. Je suis pas une encyclopédie. Tu sais, on fait un arrivée de podcast, je pense qu'il parle 5 minutes là-dedans. Là. Moi, je l'aime bien en général. À part ouais, c'est pour ça qu'on l'a. On l'aime bien, on l'adore. C'est génial, je suis content que tu sois là. Mais une affaire que j'ai vécue dans ce match-là, parce que je l'écoutais, puis ma fille passait, puis pour la première fois, elle avait vu Paul Bearer, puis elle a fait comme « Hein? C'est quoi ce monsieur-là? » C'est drôle de voir un enfant découvrir quelque chose du temps que c'est comme... C'est vrai que Paul Bearer, il est très caricatural, là, en général. Là. Ah, il est spécial. C'était cool. Sinon, moi, c'est un de mes matchs préférés du show. Parce que j'aime le match-up entre les deux. Vader-Taker. Taker, c'est ses belles années. Vader, je suis un fan, même si c'est un trou de cul en général. Je suis un fan pareil. Trouver le match correct. Vader, c'est pas un trou de cul, c'est juste qu'il est stiff. C'est tout. Hein? Ouais, c'est pas le gars le plus facile à worker avec aussi. Fait que... c'est plus parce qu'il est stiff que le monde l'aime pas. C'est un teddy bear apparemment quand il est à l'extérieur. Fait que...
Puis j'ai l'impression que Taker a travaillé très fort dans ce combat-là pour faire suivre Vader là, un peu plus. Là. Puis Taker, il avait déjà, dans ces temps-là, un petit peu plus avant, il n'a jamais eu des matchs faciles. On dirait que c'est toujours lui qui travaille le plus pour faire que le match est bon. Là. Mhm. Dans mes notes, j'ai Scissors Kick par Taker aussi dans le match. Là. Le genre, comme on Ouais. t'a dit au début. Là. Le Famouser, genre, ouais. Le Famouser qui ressemblait à un Famouser Scissors Kick. Puis bon, storytelling aussi avec Paul Bearer, que tout ça marche. Là, fait que... Puis là, évidemment, j'avais noté aussi que quand il se pète la gueule, sa barricade, ça c'est Paul Bearer. Là, fait que... Malade. Oh, vas-y, continue. J'ai ma note, ouais, j'ai donné 2 et 3/4, moi. OK. J'étais pas loin. Ouais, c'était pas loin. Hein? J'ai trouvé pour un troisième match de suite, c'était un peu slow motion l'action, j'ai trouvé. C'était bon, mais c'était pas. Il manque de oomph un peu. Il y avait une couple de beaux spots, mais rien pour écrire à sa mère. Là, mais en tout cas. Moi, j'aurais pas écrit. Là. À toute fois, je sais que c'était ma petite affaire tout le temps. C'est rendu un lay-up. Bref, j'ai dans ce match-là 2,5. Ok, on était pas loin. C'est vrai que l'algorithme qui savait ce que j'avais écouté, parce que pas longtemps, le lendemain, j'ai vu comme un reel de JBL qui comptait un rib qu'il avait fait à Vader, là, puis Undertaker. Ok. Je sais pas s'il parlait de ce match-là, là, mais ça vous dit de quoi? Ou, Non? Ben, Vader Rib, ouais, tu peux le compter, ça me dit de quoi, on dirait. Vas-y, compte. Ben, parce que Vader, il avait proposé, il parlait de JBL, puis il avait dit que ça serait cool que, tu sais, Taker, il me pogne, je fais mon moonsault, puis Taker me pogne, puis il me tombstone. Oh, Puis, puis JBL a dit oh, ouais, c'est une petite bonne idée. Faut faire ça, faut que tu en parles à Undertaker. Puis là, quand le moment est arrivé, lui, il était devant. Puis il disait que Vader en parlait à Taker. Puis Taker, comme il regardait nulle part. Puis après, il a dit pas grand chose. Puis il a quitté la pièce. Puis après, il a recroisé JBL. Puis il a dit hey, toi, viens ici. Il a dit qu'est-ce que tu as dit là? Il dit t'es-tu malade que je vais le pogner? Non, no way. Non, il est fort Taker, mais c'est un peu exagéré. Là, le travail d'un moonsault de Vader de la troisième corde. Là. Non, c'est ça. Et surtout que c'était pas la meilleure shape de Vader non plus en 97. Il n'a jamais été en grosse shape, mais ouais. La grosse forme. Ouais. Mais là, il est encore moins. Ouais. Ça fait pas de sens, anyway. Ouais. Non. C'est un risque inutile. Ouais. Merci de l'anecdote, Alfredo. Ah, tu ouais. Hey, t'as amené quelque chose de bien, c'est le fun, ça. Ouais, bravo! Hey, une anecdote d'Alfredo pour un soundboard. On est parti pour la gloire. Ben oui, ben ça. Les deux vont avoir un match retour en simple quelques mois plus tard au pay-per-view In-House Canadian Stampede en juillet avec Taker en tant que champion de WWF défendant. Et le Deadman va remporter le combat entre les deux. Puis, allez voir ça sur nos plateformes, on l'a déjà fait. Exactement ce que j'allais dire. Merci de m'enlever les mots de la bouche. De rien. Tiens, ouvre ta bouche. Tiens, on t'a enlevé les mots. C'est fait. Ah, ça goûte bizarre. Encore une fois, plus tôt ce soir, les caméras ont trouvé Stone Cold Steve Austin qui dit que le problème de la WWF, c'est qu'il y a trop de caméras partout qui n'ont pas d'affaires. Là. Okay. Imagine aujourd'hui. Ce qui est encore déjà en 2025. En 2026, pardon. Il ne parlera pas à personne tant aussi longtemps qu'il aura pensé 29 morceaux de poubelle par-dessus la troisième corde. Il est avancé à Mania pour avoir été le champion du monde. Puis il ne veut rien savoir, il dit à la caméra d'arrêter de le filmer. Après ça, on voit le British Bulldog qui arrive dans le parking, demande aux fans qui va gagner le Rumble. Et à fois, il dit Bulldog, évidemment. Il dit qu'il y a beaucoup d'histoires dans le Royal Rumble et ce soir, il va faire l'histoire encore une fois en gagnant le Rumble match. Pourquoi? Parce que je suis bizarre. Ouais. Ça, c'est bizarre, ça. Ouais. Une promo légendaire de la lutte. Wow. Because I'm buzzer. Et là. Oh boy, on est rendu là. Match numéro 4. Yes. Canek, Hector Garza, Perro Aguayo contre Heavy Metal, ton préféré, Fuerza Guerrera et Jerry Estrada. Et l'arbitre du match est Pepe Casas. Wow. OK, là, on va mettre de quoi au clair. Là. Les masqués là-dedans, y a-tu quelqu'un qu'on connaît aujourd'hui que, mettons, un nom connu? Laisse-moi continuer. Là. OK, parfait. Là. Parce que j'ai des questionnements, moi, là-dessus. Le gars à gauche, il ressemblait à Buff Bagwell, version mexicain un peu. Ouais, gars. Ouais, c'est vrai. Mais il ressemble à Garza, pas Garza aujourd'hui, mais à tu sais, l'équipe mexicaine à SmackDown. Là. Le Sotarios, mais c'est Garza, ouais. eux autres. C'est ça. Ah oui. Mais savez-vous, c'est quoi le jeu de société préféré de Canek? Canek? Connect. Non. Canek 4. Connect 4. Wow.
C'est un combat avec les lutteurs de la AAA. Tu me tapes vraiment ses nerfs, pour vrai. Arrête, t'as pas le sens de l'humour. Un match avec les lutteurs de AAA, 28 ans avant que la WWE les achète en 2025. Avant que c'est relevant encore aujourd'hui. Puis il y avait un deal aussi, à l'époque, évidemment, il y avait un deal avec eux autres pour un petit partnership. Plus détaillé plus tard. Et là, c'est là le bout, tout ce que je parle des lutteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait un peu. Là. Fuerza Guerrera est le père de Juventud. Ah, c'est ça. Ben oui. Canek est un des rares lutteurs à avoir body slamé André le Géant. Oh. Avant Hogan. Oui, avant Hogan, ouais, au Mexique, c'est arrivé. Ouais. Évidemment. Garza est le père d'Angel Garza, qui est présentement à la WWE en tant qu'avec ses longues aussi d'Humberto Carrillo, le partenaire de Garza dans les Los Lotarios. Ouais, il ressemble en Chris, là, pour vrai. C'est lui, le Bob Bagwell, tu disais. Là. Ouais. Ah ouais. Et Aguayo qui avait 51 ans à l'époque de ce show-là, a même inventé le fameux pay-per-view When Worlds Collide en partenariat avec la WWE pour diffuser le gala aux États-Unis. Il était contre Conan dans le main event. Conan, il en a fait en crise des affaires quand tu penses à ça. On pense que c'est juste le gars qui fait la pirouette avec le clothesline, là, mais il a fait plus que ça. Là. C'est des gens mexicains. Non, mais même encore aujourd'hui, il est impliqué dans Triple A puis tout ça. Il est commentateur encore? Il a-tu fait un show? Je pense que oui. Je pense qu'il est encore... Dans le premier qu'ils ont fait, il était là, mais je sais pas si après ça, ils l'ont fait encore. Hein. Il n'a jamais habité à WWE, Conan, hein? Ben oui, c'est lui qui faisait Maximum au début. Ah oui, c'est vrai, ben oui. Ouais. Ben, au début, Conan, pas, je parle. pas à télévision. En Conan, non, c'est jamais arrivé. Bref, Guerza et Heavy Metal commencent le bal, ils sont à égalité dès le début. Changement de relais, Aguayo et Estrada entrent en scène. Et Aguayo est assommé par une corde à linge et Estrada encaisse une chute spectaculaire après un backdrop à l'extérieur du ring. Et Canek et Guerrera prennent le relais. Et Guerrera place une line, mais rate son splash du haut des cordes. Et Canek réussit un crossbody du top, puis un nouveau changement de relais avec le retour d'Heavy Metal et de Garza. Et le public était complètement mort, là, vu que, oui, c'est lutteur mexicain, puis Texas, c'est pas loin, mais pas beaucoup de monde connaissait ces lutteurs-là. Ça aurait été mieux dans le Rumble 99. Oui, sûrement. Hey, je vais en profiter pour pisser. Vas-y, parfait. Bon. C'est le bon match pour. Le piss break. Les lutteurs de la match se contentent d'exécuter une routine sans que la foule ne réagisse. Ce qui est ce qui était le contraire de WWE avec les Cruiserweights qu'il y avait. Là. Mais, tu sais, tantôt, on parlait d'ordre de match, mais ça aurait été ce match-là le numéro 1. Ouais, mais le monde s'en calisse, ça change quoi? Ben, il s'est encore séparé du premier match. Fait que tant qu'à se calisser, mais celui-là en premier, non? Moi, je pense que le match aurait dû commencer. C'est Vader contre. Pas Vader, mais c'est Ahmed contre Farouk. Ouais, c'est pas un mauvais choix non plus. Je comprends pourquoi. Ouais. Ce match-là aurait dû être le match numéro 2. Ouais, le match, c'est ça. Oui, c'est ça. En tout cas, bref. Et Canek enchaîne les prises de bras sur Estrada, tandis que JR fait de son mieux pour nous aider à comprendre qui sont ces lutteurs-là. Et parce qu'il est seul, c'est pas genre Lawler puis Vince qui vont l'aider là-dessus. Estrada obtient un compte de 2 après un roll-up et passe le relais à Aguayo. Lui et Guerra s'affrontent et c'est encore une série de bras à la volée. Et après ça, Hector Garza rentre en scène et place une corde à linge sautant, suivi d'un STF. Et Aguayo prend le relais et s'attaque au jeu de Guerrera. Et Santon suivi d'un autre coup de coude à la jambe de Fuerza. Et après ça, Canek retourne dans le ring et manque un coup de pied. Et Guerra donne accidentellement un saut chassé à Heavy Metal, son partenaire. Et Canek exécute un Gorilla Press Slam de toute beauté. Et Garza fait un Twisting Splash à l'extérieur du ring. Vraiment, vraiment beau. Et Heavy Metal, après ça, est ramené dans le ring par un Press Slam et Aguayo entre en scène avec un Double Foot Stomp du haut du ring pour la victoire. Et un jeune Finn Balor prend des notes en Irlande. Ben, en fait, non, parce que ça a été botché, puis Aguayo a comme pogné la moitié de son corps et la moitié du tapis. Fait qu'il avait une descente du coude sans impact après ça pour faire le compte de 3. Pour donner la victoire à son équipe. Mauvais. Tant que ça. Ben là, Carlis, c'est une niaise. Hein? Il y avait quand même. Ok, ouais. Je dans le fond. Ben. Match-wise, il y avait quand même des moves, là. Il y avait de l'action un petit peu. Oui, il y a des moves, oui, mais c'est sans saveur, il n'y a personne qui réagit, puis tout le monde s'en calisse. Puis... Le match a duré 10 minutes 56. C'est 5 minutes trop long. Ouais, parce que le monde s'en fout, mais j'ai quand même préféré ce match-là au match d'Ahmed Farouk. Là. Si, t'es sérieux? Ouais, très sérieux. Okay. Ah, en vrai, je suivais pas pantoute, sérieux. J'ai comme déconnecté quand j'ai vu ça. Tu sais, déjà que je trouve qu'ils remplissaient le Rumble. T'as déconnecté.
Ouais, déjà qu'il remplissait le Rumble, il leur donne un match en plus. Je sais pas, man, what the fuck. Il n'y avait rien d'autre, personne d'autre sur la carte. Hey, pour vrai, là, j'aurais pris le Mini Vader, Mini Mankind à la place. Ouais. Pour vrai, il aurait dû faire ça. Sans joke, là, ça aurait été meilleur. Je suis pas d'accord. Vous êtes un peu sévère, je trouve. Un match décousu qui, à la fois, s'en calissait pas mal. Par rapport à Hector Garza, il était tout pourri, la gang, au grand complet. Une coupe de move cool, puis un finish conclusif, mais ça n'a pas été assez pour monter de la note. Fait que j'ai donné à ce match-là 1. Donnez un et demi. You can fuck right off. Pas Comme toi, mais eux autres, tu parles, là. Ah, ok. Non, Un et pas demi. toi, là. Toi, Alfredo, donnerais combien, mettons? 1. Parfait. J'aime comment tu penses. Ben oui. On devrait faire commencer en premier les notes, je pense. Il vient de te dire qu'il l'a pas écouté le match, il lui a donné 1. C'est toi qui Ben, suis c'est- pas, Carlis. C'est que. Mais non, il l'a écouté du coin de l'œil qu'il a dit. Ouais. Bon, arrête, là. Moi aussi, quand j'écoute de quoi du coin de l'œil, je l'écoute pas. Ça dépend, t'as l'œil assez long, toi. Pas longtemps après ce soir, le deal entre Triple A et la WF va tirer à sa fin. Je me demande bien pourquoi. Ça doit être à cause du match. Les commentateurs placent la table pour le Rumble, le main event, et ensuite, ils nous parlent du premier bureau qui est In Your House à Chattanooga, au Tennessee. Il va venir par s'appeler le show Final Four. On peut maintenant vous annoncer qu'on va parler de ce show-là dans quelques semaines. Restez à l'affût. J'ai déjà écouté. Toi, je sais. Le film nous annonce maintenant que c'est le temps de la silence de la foule, comme j'ai dit tantôt, 60 467 personnes étaient là. Puis voici maintenant le temps pour le Royal Rumble match. Et après que Howard nous explique les règles, les feux d'artifice partent. Et ensuite, le match numéro 5, le Royal Rumble match. Et cette année, c'est 90 secondes entre chaque participant et non 2 minutes. 90 secondes, ouais, c'est ça. Ah ben là, je sais, là, mais ils sont pas pour dire des fois 67, des fois 92, des fois. Avec la cloque qui marchait pas au début. Là. Ouais, en effet. En Cassie. 99, en tout cas, j'aurais pris 20 secondes entre chaque parce que des fois, c'était long. Ouais, même. La génération de domination commence. C'est le numéro 1 qui est là. Crush. Sacrement. C'est un vrai tatou. Non, c'est pas Non, sûr. non. Ok, the fuck. Qui arrive avec le reste de la nation, sauf Farouk. Et au plus grand malheur de l'homme de Kona, Hawaii, le musique numéro 2 part, et c'est celle d'Abed Johnson. Puis la réaction de Crush voulait tout dire. Il est en tabarnak. Il fait, oh fuck! Gros brawl entre les deux, et Crush finit par avoir le dessus. Il essaie d'éliminer Johnson, mais pas capable. Trop de la bébé, sûrement. On a un problème avec le compte à rebours quand on voit l'arrivée du numéro 3. Le mauvais garçon, Razor Ramon. Oh my god. Version Tému. Oh shit. Ah, c'est dégueulasse. T'sais, Mais juste le fait qu'ils le mettent là-dedans, là, ça n'a pas de sens. À sa défense, quand il fait son entrée dans le Rumble puis tu plisses les yeux, il ressemble à Scott Hall. C'est vrai. Ah, tu le vois pas, ouais, c'est ça. Cette dude-là, tu fais d'autres choses? Il a lutté au Japon pas mal. Ah ouais? Un peu des CW, mais pas tant. Là. Mm. Comparé à l'autre qui a fait l'autre, le Diesel, pas grand-chose. Ouais. À sa défense, ça j'ai dit tantôt. Il donne quelques coups à Ahmed, mais comme un épais, il fait le tonne de Scott, de Razor Ramon, qui fait genre de même. Fait qu'Ahmed le pogne par les cheveux puis le crisse en bas. Bravo, épais. Ben, en même temps, c'est correct, là, il était là pour ça. Là. Il était là pour remplir un trou, là, tant qu'à moi. Là. Ouais. C'est la dernière apparence de Razor Ramon fake à la télévision. Il va aller à USWA à Memphis après. Oh. Est-ce que c'est une mauvaise idée de Vince, ça? Juste pour faire chier l'autre bord, là. Ouais, mais c'est bébé, là. Ouais. Et Ahmed élimine presque Crush quand il voit Farouk s'amener vers le ring, qui essaie d'être sneaky. Mais Johnson le voit, ils sont passés à la troisième corde pour s'éliminer. Et part ensuite à la poursuite de Farouk backstage. Crush est maintenant seul. Et quelques secondes plus tard, Phineas I. Godwin, accompagné de Hillbilly Jim, et le 4e lutteur dans le Rumble. Pour être poli, c'est pas un match-up intéressant mais il donne contre Crush. Là. Non. Beaucoup de kicks, poussages et punch dans les cordes. Éventuellement, c'est le bruit du cassage de vitre qu'on entend. Et c'est le numéro 5, Stone Cold Steve Austin. Sale poteau. Je le sais. Puis, wow. toutes les thumbnails du Rumble match, c'est moi qui les ai faites. Ouais, ils sont beaux. Avec les images plus claires et tout. Là, Ouais, des images drôles, c'est moi qui les ai mis. Je connais mon public. Il y en a d'autres qui s'en viennent, je vous garantis. Puis pour vrai, là, je trouvais ça bizarre d'entendre le bruit d'Austin de la tune sans le pop de la foule.
C'est Ouais, fou, hein? là. Ouais. C'est comme le People's Elbow avant que ça devienne populaire. C'est comme bizarre. Tu fais, voyons, j'ai tout mon volume, mais tu correct? Mhm. Godwin le fait tomber avec une corde à linge quand il rentre dans le ring. Crush fait signe à Austin de travailler avec lui sur Phineas. Mais quand Stone Cold frappe Crush en faire exprès, ben, Austin n'a pas l'air trop fâché. Là. Il fait dommage. Et après ça, Godwin en profite pour sortir Crush. Pas le même corps pour sortir du match. Puis il célèbre son élimination, mais se retourne vers Austin qui le stun. Il se place à côté de sa face pour faire du trash talk, là, le fameux taunt quand tu Comme payes dans la... Revenge, pas dans No Mercy. Ouais, que tu me faisais sans arrêt la dernière fois qu'on a joué. C'était carrément là. Et on entend le bruit d'un fusil. Et c'est le numéro 6, Bang Bang Bart Gun. ST Shape, hein? Wow! Pour vrai, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, il est bien cool, Bart Gun, tabarnak. Il est gros. Ah, il y a tout, man. Il y a tout, là. Le teint, la grandeur, les cheveux mouillés, les jeans serrés. Il a l'air d'un vrai Wow. cowboy, là, pour vrai. Il a vraiment l'air de. Il est chaud, écœurant là, pour vrai. Il est chaud. Ah, j'ai bouillé ma culotte. Faut que je vais aller. Donc, il y a pas le fusil qui est parti. Austin le projette dans les cordes, se baisse et Gunn lui fait un genre de famouser sur Austin, mais qui tombe un peu trop vite, donc un petit peu botché. Et Bart dans les cordes, mais Steve l'esquive et essaie de sortir Gunn, mais qui tient bon. Par contre, Austin lui fait une line pour l'éliminer. Fait que, malheureusement pour lui, il est parti. Il fait des push-ups et s'assied sur la 3 quand le countdown arrive à 0. Et c'est le numéro 7 qui arrive. Jacques, le serpent Robert. Évidemment, les deux ont de l'histoire, bien sûr, datant du King Henry 96, où Austin avait battu Jake en finale, avec la fameuse promo Austin 316 après, et qu'on a toute la suite. Stone Cold se moque de Robert en faisant une prière dans le milieu du ring avant qu'il rentre dans le ring. C'était carrément. Jake lance son sac de serpent vers Steve, qui saute par-dessus, puis il lui fait quelques coups de poing pour le faire tomber. Et Robert sort le bras de Austin et tient bon pendant que la foule se compte DDT. Et le numéro 8, Rich Bulldog, Davey Boy Smith, il est une moitié. Il est en par équipe avec Owen Hart. Il y a aussi des comptes à régler avec Austin. Et pendant qu'il arrive, on voit sur l'écran géant Jake qui veut faire le DDT à Austin, qui le surpasse pour sa troisième corde avec un backdrop pour éliminer Roberts du match. Après ça, Davey Boy ramasse Austin avec une line, lui fait son Power Slam finisher en courant. Après ça, Stone Cold veut se relever avec les cordes, mais le Bulldog lui fait une mini bascule et Austin tombe sur le ventre. Et le numéro 9 est... C'est quoi le rapport? Je vois. Pour ceux qui écoutent en audio, ben, il vient de sortir une photo de mon Twitch avec les eyebrows, les sourcils rasés. Pierrette. Le numéro 9 est Pierrot de la AAA. Il s'en prend au Bulldog. Encore là. Mais, là, OK, on va mettre ça sur pause 2 secondes, OK? Mettons, là, je te pose la question. Pourquoi là? Puis pourquoi t'es là-dessus en ce moment? J'ai eu juste une photo de One Two Three Kid dans mon téléphone, puis je l'ai mis. C'est tout. Rien d'autre. Correct. Excuse. Faut-tu que je parte le drum roll ou... Non, c'est correct. Ok. Moi, je me trouve pas drôle, mais. Ben, tu dis ça, mais tu ris pas mal. Pour un gars qui trouve pas drôle. Ok, c'est bon. Ça, c'est un Hasbro qui te manque en passant. Hein? J'ai plus d'argent. Il me semble, ouais. Change de compte. Ça dure pas longtemps et... J'allais Davey- le dire. J'ai rien dit. Non? Ah, je sais J'ai pas. pu laisser. Pas drôle. Ah, ben là, excuse. On va pas refaire au montage si tu veux. Veux-tu dire, Alfredo, on va le couper au Non, montage? non. Il s'en prend au Bulldog, comme je disais tantôt. Ça dure pas longtemps et Davey lui fait un spinebuster. Et autour de Austin de s'en prendre à Pierrot et aider le Bulldog. Le Bulldog s'attaque à Austin avec Pierrot. Pierrot, dans le fond, c'est pas pareil. Ouais. Pierrette. Après. C'est chacun pour soi après tout. Et le Sultan, accompagné de Iron Sheik, est le numéro 10. Et c'est bien sûr Rikishi Fatou dans cette gimmick-là. Esti de fatiguant. Tu vas dire que je l'ai pas. Ok. Ouais, voilà. Ça, c'est avant aussi qu'il chiale sur les réseaux sociaux à toute fois que son gars gagne pas un match. Ouais, Chris, retardé mental. Hey, je sais pas si vous avez vu, par ailleurs, parenthèse, le tweet de Matt Hardy qui a demandé qu'à WrestleMania, il y a un combat TLC générationnel entre les Hardys, les Usos et le New Day. Ce serait bon, ouais. ça, par exemple. Il veut plus marcher, Matt Hardy, c'est quoi, là? Ouais, il marche déjà mal tant qu'à ça. C'est scrap au complet. Mais ça serait nice pour vrai. Pourquoi pas? Hey, parlant d'un gars qui marche mal, là, t'as-tu vu Sean comment il marche, man? Ouais. Ah ouais, mais là. Yo, on dirait qu'il est assis sur un cheval. Là.
mais c'est sûr. C'est là. weird. Ah, pauvre dude, là. C'est malade, là. Parce que ça n'a pas rapport, là, mais je voyais ça l'autre fois, puis je calisse. Ok. Ça, c'est Ben, à tu sais, cause du casquette à 98, ça. Mais tu sais ce que pense. Regal a dit là, cette semaine, là, Aïe. Regal, là, par rapport Ouais, au mot sur la tête de Fletcher, là, mais ouais. tu sais, en général aussi, c'est que Grosse controverse à- encore, hein? ben, après une carrière, c'est vrai que peu importe ce que tu fais comme style de lutte, si tu luttes 20 ans, Ben oui, tu c'est vas sûr que tu vas l'avoir. avoir de la misère. Là. Ouais. Mais faut pas t'empêcher les choses pareilles. C'est pas parce que tu sais que tu vas avoir mal qu'il faut que tu fasses encore plus mal. Donc, Non, aussi, c'est là. ça. À un moment donné, il faut que tu sais, tu Mais balances. c'est même la lutte à Star. Gars, en années 80, il faisait des body slams comme plus gros mot, puis un coup de chaise, ça finissait le match, mais à Star, c'est plus le même. Il y a un juste milieu, je pense. Il faut que les gens apprennent à. C'est ça. Imagine en 2045 comment ça va être. Il n'y en aura plus, l'Arabie va tout avoir rasé. Va s'acheter W, tu penses? Non. Non, Tony Tony n'est il pas, se Tony est laisse pas pas faire. achetable. Non. c'est Tony, vrai, ça. là, il va être là forever. Hein. Moi, Tony, là, Ah, c'est mon gars. Toi, toi, commence pas, ok? T'es vraiment un faker. Bref, Bulldog et son gros sont dans le coin. Sultan et Pierrot dans l'autre. On a du classique Rumble Match style où ils ne font pas grand-chose, ils vont juste le pousser à travers la troisième corde pour comme, s'éliminer. Sultan slam Pierrot pendant que Carson s'attaque à la jambe de Davey Boy. On a le numéro 11 qui arrive. C'est la légende du Mexique, Mil Mascaras. Ce Hey, qui c'est veut dire... pas le papa de. Non, Voyons. C'est qui? non. Non, c'est pas le C'est papa de sûr? personne. Non. T'es sûr? Ouais. Ça dépend, dis un nom de la personne. mais c'est Comment il pas le- s'appelle, là? Si j'ai oublié son nom, Calis. Genre, ça va me revenir peut-être. Pas, Tantôt. c'est une cara, quoi. Non, 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 non. Calis, c'est pas le. Perro. Perro. Ah, Del Rio? Non, c'est pas Ouais, c'est lui. pas son père. Non, c'est pas... Il continue, celui-là, il est très long. Ouais, faut pas faire de la petite coupe. Faudra trouver un autre dans ce style-là, mais plus court. C'est bien drôle. Ça veut dire quoi, Mille Mascaras, les gars? 1000 masques. Joueur Voilà. de Maracas? Non? Non, il l'avait eu, Alfredo C'est l'avait pas la eu. même Ok. chose. Alfredo. Ah non, c'est pas ça que je vais mettre. Pas un Batman. Alfredo. Marco. Ok, c'est bon. C'est assez, Parfait. là. Ben là, arrête de niaiser, puis ça va être assez. Là. C'est toi qui continue. Il fait un coup de boule à la volée au Sultan. Et Sultan revient avec une belly-to-belly souplex so-so sur Mascaras. Rien d'autre se passe. On a le numéro 12 qui fait son entrée. Et c'est Hunter Stemsley. Il va vers le Oh, yes. Bulldog. Enfin, quelqu'un de talentueux. J'ai entendu dire qu'il voulait, vu qu'il y avait beaucoup de monde de Triple A, il voulait mettre un masque, mais ça rentrait pas à cause de son gros nez. Parfait. Ouais, c'est ça. Le Bulldog fait une close-line au Sultan qui fait son bump inside out, qui était une marque de commerce pour lui. Il lui en fait un autre après pour l'éliminer. Donc le Sultan est hors du match. Ensuite, il pogne le Hunter avec une lariat. Une chose des signes. Une signe des choses à venir entre les deux, évidemment. Descendre du coude de Hemsley sur Hemsley de l'impitoyable. Et le premier rentré dans le ring est nul autre que la moitié des champions par équipe avec le Bulldog. Owen Hart, Slammy à la main. Yes. Wow, quelle photo iconique. Owen qui sourit avec les deux Slammy puis l'intercontinental sur sa poitrine. Ben, la taille. Attends, il pas la poitrine. Ouais. Et le numéro 13, la bataille de punch avec Stone Cold quand il arrive. Et ensuite, par l'avantage, il essaie de sortir Hart, mais le Bulldog vient aider son beau-frère et partenaire. Puis Davey tient Austin pour l'éliminer, mais Owen arrive et sort le Bulldog. Ah, le petit Judas. Ah, Il for himself. il fait comme si c'était un accident et qu'il voulait sortir Austin, là, puis il argumente avec. Là. Puis voilà. Numéro 14, accompagné de Marlena, c'est l'homme doré, Goldust, qui s'en vient. Il veut aller vers Hemsley, mais Austin l'attaque de dos. Il montre la reprise de l'élimination du Bulldog. Et on voit que c'est super évident que c'était pas accidentel puis qu'Owen a sorti vraiment de même. Mm-hmm. Puis après ça, Mascaras et Owen dans le pétrin. Mais le roi des cœurs s'en sort. Le numéro 15 provient de Triple A. Et c'est Cybernetico qui est actuellement un jeune Alberto Del Rio. Pour vrai? Non. Mais non. Mais non. Non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai, c'est que Mil Mascaras, c'est son oncle. À qui? À Del Rio? Alberto, ouais. Okay, ouais. Pas son père. Mais son père, c'est non. Dos Caras.
Ah, donc 2 Ouais, masques. fais tes recherches, hein? T'as-tu vu? Hein? Tu veux? J'étais pas si loin que ça. C'est ça. Ouais, toi et le débat en haut. Comment qu'est-ce que tu dis? Pero. Pedro. Pierrot. Non, Pierrot. non, c'est pas Pierrot, c'est Perrotte. Il est dans le ring. Arrête. Pierrette sur le perron. Simonatico s'attaque à Mascaras. Quand on neige le Goldust sur Hemsley. Et Mascaras tente d'arracher le masque de Simonatico. Et Goldust lance Hemsley par-dessus la troisième corde, mais Hunter tient bon. Et après ça, Marc Mero, il a joli Sable à ses côtés, le numéro 16. Et pendant qu'il Il est-tu arrive. beau, lui? Tabarnak, il est beau. Ouais, Wow. Le Mercuriel. ouais. Je sais pas. Je le qualifie pas de beau, là. Si t'as suivi sa femme aujourd'hui, elle est plus il est belle en que shape. Sable. Ouais, ben, c'est beau aujourd'hui surtout. Là. Ouais. Ah, Ben, oui. Ben, c'est bon à l'époque. Ouais. Bref, Elle était dans le moule Pamela Anderson et toutes ces filles-là. Là. Alfredo devait bien l'aimer. Wow. Non, Pamela Anderson n'est pas battable, là, on s'entend. là. Elle est pas dans la même ligue, là. Ben plus belle face, c'est beau. Pendant qu'il arrive, Sebanetico est sorti par Pierrotte avec une line par accident. Et Pierrotte visait Mascaras qui s'est tassé. Et après ça, Mascaras sort Pierrotte après. Il va entre la 2 et la 3 pour faire une croix de corps du top pour s'éliminer. Fait que voilà, il connaît pas les règles apparemment. Mais vous avez su sur Pritchard, là, il avait parlé de ce Rumble. Non, mais attends une minute. Puis il disait comme quoi que Mil Mascaras, il arrivait souvent des locker rooms, puis quand il parlait au Booker, il disait no yab. No yab. Moi, je job pas. No yab. Wow! C'est pour ça qu'ils ont booké cette élimination-là comme ça, pour pas qu'il ait affaire pour pas qu'il job. Oh, what? Parce qu'il avait sa réputation, puis c'est ça. Ouais. Ben, c'est quand même, tu sais, la soeur, c'est Rey Mysterio, je te dirais, la plus grande légende ever au Mexique, là. Mais lui, c'est le numéro 2 facile, là. Fait que c'est normal. Goldust a une mini-revanche sur Hunter à l'éliminant de la Battle Royale. Intiguri du Rocket sur Stone Cold. Numéro Goldust, pas de le sortir, mais ça marche pas. Oh. Le numéro 17 est l'amoureux latin. Le dernier homme a représenté la Triple A. On dirait des cheveux en plastique. On dirait les cheveux de Ken. Tabarnak, quand même une belle shape. Ben oui, absolument. Il fait un super kick sur les faufounes de Goldust, puis Vince fait son rire bien comme. Juste Vince trouvait ça drôle. Il en donne un autre sur Owen, mais sur le menton cette fois-ci. Et Goldie lance Hart qui tient bon et il fait le fameux skin de 4 pour remonter. Puis il élimine Goldust après ça. Numéro 18 est Farouk. Latin Lover le charge, mais Farouk le backdrop en bas du ring pour l'éliminer. Austin et Farouk font une petite compétition de punch dans le milieu du ring. Et on voit Ahmed avec un immense 2x4. Il frappe Farouk 3 fois avec et passe les deux la nation par sa troisième corde pour l'éliminer. Pendant cette commande, Austin sort le roi des cœurs et le mercuriel Marc Mero en même temps pour être le seul dans l'arène. Vous trouvez ça drôle, qu'est-ce qu'il y a là? Je l'ai vraiment imaginé avec le chapeau. J'aimerais ça que tu l'aies, le chapeau. J'aimerais ça. Ah, Ouais. il faut que tu le trouves. Mais On les le lignes trouve, aussi, il faut qu'il y ait les lignes. Ah oui, il sinon, faut qu'il y ait ça les marche lignes pas. dessus, sinon c'est pas pareil. On va parler à mon monde, on t'a arrangé ça. Yes. Parfait, merci. Tu vas le payer, par exemple. Austin et Farouk, quoi? Ben là, quand même, je peux te le trouver, je peux te le faire fabriquer, mais c'est toi qui vas l'acheter. C'est déjà mieux que rien. Pas pour longtemps, quand le numéro 19 s'en vient, c'est un ancien ennemi de Stone Cold, l'homme des Caraïbes, Savio Vega. On dirait le gars qui vient d'avoir son passeport américain. Avec sa petite toune. Il y a Savio Vega pareil. Là. Ah, sa toune est malade. On l'avait vu à Philadelphie, hein, il était là quand on était allé à la convention, il me semble. Non, je pense pas. Non? Non, je pense pas. Ça me dit rien. Non, je pense pas non plus. Bon. C'est un des seuls qui n'était pas là. Quand tout le monde était là, qui n'était pas à WAW. Il met Austin au sol avec des punches, puis suivi d'un coup de la fronde dans le coin et d'un coup de pirouet. Et Austin arrive avec un stun gun et le sort du match avec une corde à linge. La sixième élimination pour Stone Cold jusqu'à présent. Et le numéro 20 est le vrai Double J, Jesse James. Cowboy cheap. Anyway, tout le monde le sait qu'il y a un seul vrai Double J, puis c'est Jeff Jarrett. Exact. J-E, double F, J-A, double R, E, double T. Voilà. Et là, du commentaire que c'est Jesse James, qui est un chanteur prometteur, dans le sens qu'il voudrait qu'il promette d'arrêter de chanter.
Ah, elle était bonne, celle-là. Quand même. Austin le mène dans le coin, mais James renverse et donne quelques punches à Steve. Pas joué dans l'autre coin. Corde à linge. Puis il a fait genre d'Elvis avant. Il a buvé son collier et fait une petite danse, là, comme un jambon. Après le strut, Austin le frappe. Il lance sur l'apron. Il tient bon. Mais Austin donne un coup de coude pour l'éliminer. Et après ça, Austin, on voit qu'Austin commence à être un peu plus down dans le match, un peu. Il commence à manquer de jus. Et après ça, il s'assied sur la 3 et baisse sa tête attend le prochain. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, le numéro 21, c'est Bret Hitman Hart. Puis, probablement le spot que le monde se souvient le plus de ce show-là, là, c'est quand Bret la tourne à Bret part, puis Austin, il fait genre. Ouais, c'est malade. Oh, je suis dans la merde. un sale mime, ça, pour vrai. Là. Ah, c'est malade pour vrai. Ben, c'est la réaction qu'il fallait qu'il aille. S'il aurait juste fait un autre qui s'en vient, il est temps tout de suite, ça aurait été. Il l'a fait après, remarque, là. Mais c'était vraiment, vraiment nice. Puis évidemment, ben, on sait l'histoire qui est entre les deux. Là. Échange de coups et Bret prend les devants. Goutte atomique et une corde à linge mettent Steve au tapis. Et après une autre climb, le Hitman fait un sharpshooter à Austin pendant que le prochain participant est dévoilé. C'est le numéro 22, Jerry the King Lawler. Puis ça aussi, c'est un spot vraiment, vraiment nice. Il dit à McMahon. Un autre qui a une histoire de Bret Hart pas mal. Que... Oui. Il dit à McMahon qu'il a toujours dit que ça prend un roi. Après ça, il enlève ses écouteurs. Il monte dans l'arène. Bret lâche la prise. Et après 2 punches, Lawler flip par sa 3e corde, se fait éliminer. Puis après ça, il revient à la table des commentateurs et il dit pour connaître un roi, ça prend un roi pour connaître un roi, McMahon. J'ai toujours dit ça. Un spot qu'on a vu souvent après, là, avec les commentateurs qui rentrent dans le Rumble. Puis, Ouais, mais ça là, c'était plus hot parce que Lawler il est plus hot que tout le monde. Là. Ouais, mais en même temps, c'est comme si ça fait du sens que ce soit Bret qui l'a éliminé parce qu'il a rivalité avec. Là. Exact. Puis après ça, le Hitman continue son attaque sur Austin pendant que Jerry au commentaire fait comme s'il n'avait jamais été dans le match. De quoi tu parles, McMahon? Ça ne rappelle plus. Ouais. Hart avec un elbow de la 3 et un backbreaker sur Austin. Et le numéro 23 et Big Daddy Cool Isaac qui comme DDS Diesel. Wow. Il s'en prend à Bret. Caliste qui est laid, man. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment bizarre. Il s'en prend à Bret dans le coin. Il l'amène là pour des coups de coude et des genoux Kevin Nash style. Je comprends pourquoi ils ont mis un masque après. Et ça prend pas de temps que Austin et Hart se poignent encore dans les rings. Cette fois-ci, c'est Stone Cold qui a l'avantage en poussant Bret dans le coin pour son bump chest en premier, comme il faisait si bien. Numéro 24, et là, c'est Terry Funk. Il jump un peu le Billy Gunn pour son entrée. Puis il y avait eu un instant avec Austin à Shotgun Saturday Night la veille. Puis il va justement sur lui pour quand il rentre dans le ring. Et Terry Funk se fait sauver d'Austin par Bret et le remercie avec un avant-bras en plein visage. Et marteau pilon laborieux après ça entre Bret et Terry Funk. Et numéro 25, jeune sensation, Rocky Maivia. Le Blue Chipper, comme disait Jim Ross. Ian Harrison. Ouais. Et dans un futur preview de choses à venir, Austin et Maivia, se donnent des coups. Avec pas grand-chose à voir après ça. Le numéro 26, justement, et Mankind. Puis là, c'est là que ça m'a frappé pour vrai là, quand j'ai checké le match. Là. Quand tu y penses, c'est un ring vraiment rempli d'Hall of Famers en ce moment. T'as Bret, t'as Austin, t'as The Rock, Terry Funk, Maivia, le futur Kane. Pour vrai, là, c'est complètement insane là, quand tu checkes ça le match. Qu'est-ce qu'il y a dans le ring en ce moment, là, c'est fou. Ouais. Puis tout avant leur temps, là, genre. Ouais. À part Terry Funk. À part Terry Funk, ouais. Flash Funk, t'es plus là. J'aime pas le Billy Gunn, toi, avec. Ah, ok, il est pas arrivé encore. Mankind va son mentor Terry Funk, suplex d'Austin à Hart. Bret réplique avec une prise de sommeil, mais Stone Cold s'en prend avec un jawbreaker. Et le numéro 27 est Flash Funk. Aucune parenté avec Terry, en passant, je veux le préciser. C'est pas son oncle. J'aime pas un bonhomme, lui, t'es malade. Ben, il y a le même gear. C'est dans mon texte. Il y a le même gear que ton jack spécifique que tu as acheté. Ben oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Power driver de Bret sur Steve, qui était un peu plus beau que celui de Terry Funk tantôt. Flash Funk sur de la 3, sur Diesel et l'autre Funk en crossbody. Et on a la Rock and Sock Connection 2 ans en avance qui étrangle Terry Funk dans les cordes avec leurs pieds. Le numéro 28, celui qui a battu l'Undertaker tantôt dans la soirée. Vader! Il va battre Bret quand Flash s'en prend à lui.
Et Vader le met au tapis avec des coups d'avant-bras sur la tempe de Flash. Le Hitman et Vader s'affrontent dans le coin. Quand le numéro 29 arrive, et c'est Henry O. Godwin avec Hillbilly Jim. Nice. Et Godwin fait tomber Vader avec une line pendant que Mankind est sur le bord de sortir Diesel. Flash et Maivia se chopent dans le coin aussi. Ils sont 9 dans le ring, mais ça va être 10 dans quelques secondes. Et le numéro 30 s'en vient. C'est un 10. Les lumières se ferment. Et oui, c'est l'Undertaker. Et Vince, au commentaire, dit que c'est Taker qui va gagner le Rumble. C'est sa prédiction. Et le Demon s'en prend à Vader, Mankind et Austin à tour de rôle avec des punchs. Il fait le grappin de la mort à Stone Cold avec un gros pop. Et au tour de Vader de manger un chokeslam. Et Taker fait un coco bung à Flash et Diesel. Après ça, l'homme qu'on appelle Vader est proche des câbles et Flash Funk le sort. Dans le fond, Flash Funk fait un crossbody sur Vader qui l'attrape et qui le sort avec un follow-away slam super stiff à son ring pour éliminer Flash du match. Tout un bum de Flash Funk là-dessus, pour vrai. Là. Puis il montre la reprise tantôt, là, puis sacrement, ça n'a pas dû faire du bien. Tomber ses côtes du top de même. Là. Leon Saber était content. Ah, il fait ce spot-là? Non, il avait raconté, Leon Saber, que Flashpunk l'avait blessé dans un match. Je m'en rappelle pas, non? Okay. Ouais, Flashpunk a déjà stipé Leon Saber, le préféré d'Alfredo, dans un match. Il l'a blessé, là. Ah ouais. C'est pas à cause de lui qu'il y a eu justement une blessure c'était ça, au cou, je sais pas trop. Là. Oh, ça doit. S'il y a une blessure, ça doit être sûrement celle-là. Je pense C'est à cause de Flashpunk. Dans sa carrière. Là. Ouais, c'est à cause de Flashpunk, une grosse blessure. Là. OK. Shit. Pour rétablissement. Maivia essaie de sortir Hart au grand plaisir de Lawler aux commentaires. Puis bizarrement, Austin aide Brett à frapper Rocky. Puis Lawler trouve ça niaiseux, mais Ross pense qu'il dit que Austin veut sortir Brett lui-même. Fait que c'est pour ça qu'il le protège un peu. On arrive au stretch de la fin. Quand Taker prend Godwin par la gorge. Excusez. Ouais, vas-y. Après ça, il va dire que c'est moi qui est lourd après. T'es lourd. Ouais, me semble, ouais. Fait que Taker prend Godwin par la gorge et le passe par la troisième corde pour l'éliminer. Maivia saute sur Mankind, mais Mankind lui fait la prise de la bavure. Il l'amène au corde pour l'élimination en le poussant. Et Mankind suplexe Funk jusqu'en bas. Et pas longtemps après ça, Taker donne une grosse botte à Mankind en pleine poire pour le sortir. Comme ça, Mankind et Funk se battent en bas du ring et les deux arbitres en ont plein les mains à les séparer. Et pendant ce temps-là, Austin frappe Diesel au sol. Quand il se relève, Hart le prend par le fond de culotte. Il n'a pas besoin de troisième corde. Bye bye Stone Cold. Mais malheureusement, les arbitres sont occupés avec Funk et Mankind. Ils ont pas eu l'élimination de Steve Austin qui remonte. Après ça, il arrive, il pousse Vader et Taker ensemble en même temps. Tout quand même pas facile à faire quand même. Après ça, Brett sort Diesel et il pense gagner le match, mais Stone Cold passe même pas la troisième corde avec une corde à linge. Et c'est là que les arbitres se retournent et voient Austin seul et demandent le son de la cloche pour finir le match. Donc, le gagnant du Rumble 97 est Stone Cold Steve Austin. Et Bret Hart s'est fait voler. Ouais, va donc chier. Et après la décision... Ben, le gars, il ressemble à Goldberg, l'éliminé. Après la décision, Austin s'en va presque aussitôt comme un voleur dans la nuit. Genre, j'ai gagné, il m'en va avant qu'il change la décision. Ouais. Puis Brett monte dans l'arène pour parler aux deux arbitres, Kyoda et Corderas. Hart leur crie après et pousse Kyoda au tapis et amène Corderas par le collet dans le coin pour plaider sa cause. En fond, plus il criait après que d'autres choses. Après, le Hitman sort du ring, il va gueuler sur Vince après en lui tirant le veston pendant que Lawler se cache derrière Vince. il demande à Vince qu'est-ce qu'il va faire à propos de ça. Puis après ça, il est sorti. Puis tout le monde, il dit qu'il l'a sorti, puis tout le monde l'a vu. Même Jim Ross est d'accord avec Brett. Il montre la reprise de Brett, mais qui sort Austin. Mais Jar dit que la seule chose qui est malheureux là-dedans, c'est que les arbitres ne peuvent pas coller de quoi qu'ils ne voient pas. Puis quand ils sont tous tournés, ben, ils ont vu qu'Austin était seul dans le ring, fait qu'ils pensent qu'ils ont gagné. Puis après ça, ils montrent les éliminations d'Austin. Ils rappent le segment après tout ça. Puis aussi, Austin avait égalé le record d'élimination de Rumble avec 10, qui était détenu par nul autre que Hulk Hogan en 89 avec 10 aussi. Donc, voilà. Ouais, qui a été battu par Lesnar, je pense, c'est le dernier, c'est ça? Hein? Ben, en égalité avec Reigns, je pense, non? Ben, Roman l'a pas battu, puis Brock l'a égalé, genre? Ouais, quelque chose de genre, ouais. Ouais. Je pense que c'est 13 ou 14, on a pas le ouais, je pense que c'est 13, ouais. Ouais. Fait que votre impression du Rumble match, les garçons? Tout en même temps, là. Non, Ouais. Il y a eu des bons moments, je pense. C'est pour ça qu'on se rappelle de ça, avec Stone Cold. Assis sur le turnbuckle, sa face. Comme tu dis tout à l'heure, il y a eu beaucoup de
de pré-Hall of Famers là-dedans. Tu sais. Mhm. Le filler était pas intéressant, désolé, là, mais avec Non. les Mexicains, là, c'est comme. Je sais pas, man. Moi, j'avais marqué Rumble d'immigration dans mon test. C'est pas le. En tout cas, c'est pas le. C'est Ouais, pas C'est pas le le. meilleur. C'est pas le pire, mais c'est crissement pas le meilleur non plus. Mais il y a eu des moments. C'est Ouais. ça. C'est un peu ça. Ouais. là. Le gagnant du Rumble match avait une green card, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de gars de Triple H là-dedans. Vas-y, Alfred, vas-y, Marco. Ben, Crush, je l'avais dit en privé, le Crush au début qui domine un petit peu, là, je sais pas, c'est pas domine en parenthèse, là. Tu sais, ce que je me souvenais de plus du Rumble match avant de le réécouter, c'était vraiment quand Austin attendait ses adversaires avec la montre, les push-ups, Exact. le moment avec Brett aussi, ça c'était clair dans ma mémoire. Puis la fin, là, tu sais, à partir du moment où ce que Brett arrive, ça commence à. Mais avant ça, là, avant Brett, là, ouf, Ouais, c'est slow. quand même. Tu sais, il est resté 45 minutes, là, je me trompe pas, Austin, dans ce match-là. Là. Ben, il est Ah, c'est ça, arrivé, quand- il est arrivé 5e, il a duré plus que ça, je pense, genre 55 peut-être. Ah, ok. Il me semble que j'avais vu 45, bref, peu importe. Puis il a éliminé 10 personnes. Fait que c'était l'affaire d'Austin, puis Brett, puis tout était autour d'Austin vraiment pour le builder. Là. Mais comme disait Alfredo, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire, mais je pense que les 10 derniers sauvent, puis Austin Brett sauve un peu le Rumble. S'il n'y avait pas ça, je pense que. Moi, je trouvais que c'est un Rumble très solide, sans être spectaculaire. là. C'est pas mal ça que j'ai trouvé en le regardant. Puis une performance d'une vie d'Austin, pour vrai, là, évidemment, il a fait d'autres choses par après qui est encore plus haute que ça, mais à l'époque, là, c'était comme un breakout performance, là, pour vrai. là. Ouais. Pour lui, ouais. La note, j'ai hâte de voir ça va être quoi. Toi, Marco. 3 et un quart. OK. Toi, Alfredo, c'est la rate mouillée. 3,5. J'ai la même note que quelqu'un dans le panel. Je suis en 3,5. J'ai donné au Rumble 3 et quart. Oh, parfait. Voilà. Combien de temps à tout, le Rumble? Bah, je sais pas. T'as-tu un temps, Marco, qui est déçu sur Wikipédia, sûrement? Ouais, je pourrais dire ça. 50 et 30. Ah, fait que 50 minutes 30, fait que c'est 45 minutes, Austin. Ouais, non, c'est sûr que c'est 50 minutes, c'est sûr que c'est 45 minutes pour Austin, parce qu'il n'y a pas de au début. Ouais, fait que pour. Ben, tu sais, si je recommande le Rumble match, peut-être pas. En même temps, juste, mettons, tu vois le Rumble d'histoire et tu l'as pas vu encore, là, mais sinon. Si tu veux voir Austin un peu évoluer à travers Ouais. ce qui est devenu, ben, je pense que c'est un must-watch. Ouais, c'est un must pour quelqu'un qui aime Stone Cold. Ouais. Suite à cette fin controversée, le président Gorilla Monsoon a backé les arbitres en disant que l'addition était finale et qu'Austin était gagnant du Rumble par après, quand même. Par contre, Austin n'irait pas à WrestleMania pour la ceinture tout de suite. Il devrait se battre dans un combat Final Four avec Brett, Taker et Vader, qui étaient les 3 personnes que Austin a éliminées illégalement après qu'il se fasse éliminer. Justice pour Diesel. Ça, c'est un match spécial. Alfredo, là, je te recommande pas le In Your House, mais va voir le dernier match, là, le Final Four à un moment donné. Là. Le four-way, c'est Brett, Taker, Austin puis Vader dans un genre Rumble-style brawl, mettons. Là. Ouais, c'est vraiment spécial comme match. À WWF, on n'avait jamais vu quelque chose de même avant. C'est malade, pour vrai, on va voir ça. Fait que c'est ça, puis In Your House, le février, comme on l'a mentionné tantôt. Puis qui a gagné ce match-là? Vous allez savoir ça bientôt au podcast. Ou si vous l'avez vu, le 30 ans. Oh ouais, je sais. Fait que là, il a gagné, c'était juste pour builder la story. Là, c'était pas, il savait déjà qu'il allait pas à Mania. Austin, je parle. Non, parce que dans ce temps-là, le plan c'était encore Brett contre Shawn à WrestleMania pour la belt. Ah ouais? Ouais, c'est encore ça le plan, mais évidemment. C'est-tu Shawn? On va parler tantôt. Ok. Regarde des munitions pour tantôt. Vidéo package sur avec le main event avec la tonne qui prenait pour doubler le thème de Ricky Steamboat sur le network. Todd Pettengill de la narration. En gros, Shawn a perdu la ceinture contre le Survivor Series après qu'il essaie de frapper Ozzy Lothario, le mentor de Shawn à la poitrine avec une caméra. T'allais dire de quoi, Alfredo? Non. Okay. Ozzy Lothario, là. Ozzy. Marco a décidé à ce moment-là que Lothario était plus important que la ceinture. Puis ça, de montrer aucun remords suite à l'attaque sur Ozzy. Il a même poussé la note en faisant un powerbomb au fils de Ozzy, Pete, à travers une table backstage quand Lothario a voulu venger son papa. Et Shawn est en tabarnak à challenger Sid pour la ceinture ce soir dans son patelin. Soit ou Shawn qui défend Ozzy Lothario, moi je crois pas bien. Il me semble que Shawn s'en crée ça de Ozzy puis de Pete. Mais dans ce temps-là,
C'est peut-être avec nos yeux d'aujourd'hui qu'on y croit pas, parce que dans ce temps-là, Ouais. il Ouais. me faisait rien, là, mais c'était Ouais. vrai que c'était weird un peu. Mm. Sean avec un pépé, là, je sais pas. Ouais, ça Ben, marche pas, là. c'est quand même le gars qui l'a entraîné pour donner le lutteur. Là. Ouais. Ouais. Je comprends pourquoi il est là. T'sais. Ouais. Mhm. Après ça, dans un segment que j'ai bien aimé, on a une entrevue réalisée plutôt par Jim Ross à Superstars plutôt aujourd'hui avec Shawn Michaels. Shawn Michaels avec sa barbe pas faite. Puis... Il avait de l'air magané, sérieux. ah ouais, ça se voit qu'il est malade. Là. Ouais. Il dit que d'un côté, il est excité et de l'autre, il est nerveux. Il veut pas que sa grippe soit une excuse pour personne parce que ça change rien de comment je me sens maintenant. Mais quand ça va être le crunch time, je vais être là, je vais être prêt. Parlons de comment Sid réagit à être menacé. Il attaquait un homme de 62 ans, un homme qui est important pour moi, probablement la personne la plus importante pour moi après mon père et ma mère. Et quand Pete, le fils de Osé, a confronté Sid en disant seulement que si Sid refaisait ce qu'il a fait, il n'était pas avoir affaire à lui, bien Sid l'a attaqué. C'est comme ça qu'il agit. Il disjoncte juste comme ça. Mais Sid pense à ceci. Ce soir, tu vas te ramasser devant plus de 70 000 San Antoniens. Et tu vas l'être encore plus par celui qui va être en face de toi de l'autre bord du ring. Moi-même, je me sens pas bien. Je regarde pas bien, mais crois-moi, Sid, je vais être meilleur que toi ce soir. Je vais me sentir comme celui qui peut mettre Sid au tapis. Je vais me sentir comme le champion de WWF, Sid, que ça te plaise ou non. Bonne promo, j'ai bien aimé ça. Ouais. On va ensuite, Michaels de l'Ontario, faire la grande marche vers le ring. Pas mal cool comme visuel pour vrai, c'était nice. Mhm. Et on va le match, après ça, on est prêt pour le match numéro 6. Shawn Michaels avec Ozzy Lothario contre Psycho Sid pour le championnat de la WWF. Le truc, là, c'est comme les lumières qui descendent, le truc rond, là, c'est fucked up, ça. Ouais, c'est nice, ça, pour Je vrai. sais pas si on utilisé ça souvent, là, mais c'était, tu sais, sur certains plans, tu le vois, il est fucking dans le ring, l'affaire, là. C'est Ouais. nice. Mais je sais que la structure en haut était toujours faite comme ça. Tu voyais les structures en haut, mais de le descendre dans le ring, puis c'est. Les pétards étaient-tu là-dessus? Non, c'était juste les lumières, je pense. Hein? C'était juste pour les lights, ça, je pense. Ouais, je pense que c'est les lumières, ouais. Ouais, C'était quand même intéressant. Hein? Ouais, c'est beau. C'est vraiment beau. Fait que l'arbitre du match est Earl Hebner. Sid push on à 2 reprises, mais Michaels lâche pas. Il enchaîne avec un crossbody en pleine course. Et ensuite, HBK joue au basketball avec la tête de Sid sur le tapis. Après ça, Michaels éjecte Sid du ring. Il l'envoie dans le coin de la barricade, mais Sid le projette contre le bord du ring à son tour. De retour dans l'arène, Michaels saute ça et Sid l'attrape avec et le Power Slam. 1, 2, dégagement de Michaels. Puis c'est la troisième fois du show qu'il y a ce spot-là. Oui. Hein? Un gars qui saute de la 3 et qui s'attrape en Power Slam de l'autre. Bref. Ils ne sont pas consultés avant. Ça doit être ça. Pas le même agent. Sid calme le jeu et applique la prise du chameau et puis ça sur le dos de Shawn une fois et pas longtemps après ça, une deuxième fois. Et pour le deuxième coup, par contre, HBK se tasse et Sid tombe sur le cul. Et Sid le projette contre le coin du ring, ce qui provoque une lourde chute par la troisième corde de HBK, un bump classique de sa part. Sid rentre le dos de Michaels contre le poteau du ring à 2 reprises. Et dans l'arène, HBK se sauve d'un chinlock et fonce dans une ligne de Sid. Et les prises de soumission plates continuent avec Sid appliquant une prise de l'ours, tandis que la caméra montre les parents de Shawn dans les gradins. Dans la première rangée. Et Michaels s'est dégagé brièvement, mais Sid l'a pris de nouveau dans la prise. Et il descend de la cuisse de Sid le cinglé pour un compte de 2 par la suite. Michaels a repris l'offensive avec son comeback habituel, coup de poing, body slam, flying elbow de la 3 et flying forearm, sous l'acclamation du public. Il essaie de bloquer une tentative de super kick qui a projeté Michaels pas sur la corde avec un surpassement. Et après ça, il a poursuivi Shawn Michaels à l'extérieur du ring. Il a fait un powerbomb sur le tapis en bas du ring. Ça, c'est nice. Ben, c'était quand même. T'as vu que c'était safe là, comme bump. Là. Ouais, il l'a tenu longtemps. Il le pointe, puis après ça, il la met dans le bas du dos, puis il le drop. Ouais. C'est pour ça que le travail avec Sid, justement, à la place de Vader. Good guy, Sid. Ouais. Après ça, Sid a attrapé Ozzy Lothario au bord du ring, puis le fils de José, Pete, s'est jeté sur lui. Et Sid l'a attrapé également. Il y avait les deux dans la gorge de même. Tu peux pas t'appeler Osé puis ton fils s'appelle Pete. Ça marche pas. Tant par ça d'essayer d'arrêter Sid, qui a arrêté lui-même quand il a vu Shawn revenir dans le ring, et puis l'a envoyé dans l'action. Sid a projeté Michaels dans le coin du ring et l'arbitre Hebner a reçu le coup, le mettant hors du combat. Après ça, chokeslam de Sid. Le ref est à terre, mais voilà le Mike Kiyoda qui arrive. 1, 2, et Michaels dégage. Et après ça, Sid a ensuite frappé Kiyoda qui l'a fait sortir du ring. Osé sur le tablier pour distraire Sid et ça permet à Shawn de frapper Sid avec dans le dos et à la poitrine avec la caméra. Turn around is fair play.
le retour de l'ascenseur. Et Marcos a tenté de tomber sur Sid. Et le bit Hebner s'est approché lentement pour le compte de 1, 2. Et non! Ça en est fallu de peu, mais Sid dégage. Michael prépare la douce musique de mâchoire et c'est réussi. 1, 2 et 3. L'assistance a explosé de joie pour la victoire de Sean qui vient champion de WWF pour la 2e fois. Sean, il vient du Texas aussi, non? San Antonio. Ben oui, Ouais, San Antonio. Ouais. il vient de la place où ils font le show. Là. C'est ce que j'ai dit 14 fois depuis le début. Ben là, c'est vrai. Je sais pas si t'es écœuré, mais c'est vrai. J'ai dit... Correct, qu'est-ce que tu mangeons de la merde. Mais là, c'est vrai, suis. Fais tes notes. Sean passe les prochaines 5 minutes à célébrer sa victoire avec sa mère, son père, ses amis et sa parenté. Crème, il y avait 50 personnes ringside. Ils ont tous donné des billets gratis ou quoi? Ça n'a pas de sens. Mais oui. C'était long, man. Ouais. Ah oui, puis sa copine Vince aussi. Ouais, c'est vrai, il y a un beau hug à Vince, hein? Un hug, puis après ça, il a shaké le cul d'en face à Vince qui trouvait ça bien comique. Il doit y avoir donné la grippe. Kiss me, pal! Wow. On a ensuite le récupératif PPV ce soir, et c'est comme ça que se termine le Rumble 97. Avez-vous aimé le main event? Ouais. Non, pas tant, là. Il me semble que C'était pas un match de Sean. il me semble que c'était meilleur dans ma tête. Ok. Je sais pas. Ils ont eu un autre match en pay-per-view, Sean pis Sid, là. C'est pas le premier, là. T'es-tu sérieux quand tu dis ça, là? C'est un sérieux 96, j'ai dit 13 fois tantôt aussi. Qui était beaucoup mieux. Dans... Oh oui, ouais, il était bien meilleur. Ouais. Il n'y a pas la grippe. Il n'y a Ouais, pas c'est la grippe, ouais, ça doit être ça. Hein. Ah, ça a peut-être rapport, je sais pas. Là. Sid est vraiment cool. Je l'aime. Mais je suis pas un fan de passer un match de championnat après le Rumble. Je trouve que ça tue pas mal. Ouais, ça dépend qui gagne. Ouais, là, t'as pas le choix, par exemple, c'est Sean dans son patelin. Ouais. Puis le Rumble, comment il a fini, tu peux pas faire les choix avec ça. Là. Ouais. Ouais, il y a ça. Le main event a été aidé par la foule pas mal, puis l'histoire entourant le combat, là, le build-up, mais sinon, beaucoup de wrestle de Sid. Là. Puis, mais, j'ai marqué dans mon texte, j'imagine que le fait que Sean était malade n'a peut-être pas aidé là-dessus, là, sûrement qu'il avait besoin de plus de temps mort là, aussi. Là, puis, en marque Sid aussi, j'imagine, là, mais pour vrai, ça n'a sûrement pas aidé. J'ai donné à ce match-là 3 sur 5. J'ai donné exactement la même note, 3 sur 5, moi aussi. Puis, on a quasiment toutes les mêmes notes, tout le show complet. Ouais, puis là, tu sais, Sean reste Sean. Là, Ouais. Il rend quand même un combat divertissant, même quand le combat est moins intéressant. Là. Ouais. Fait que je pense que c'est une de ses forces, là, même si son combat est plus faible, t'as le goût de l'écouter pareil. Fait que non, 3. Puis c'est sûr que, comme tu dis, il n'y avait pas le choix peut-être pour la foule, mais passer après un Rumble, c'est jamais bon. Puis tu sais, ça use la foule aussi parce que le monde aime ça, le Rumble. Là, fait qu'après, le match, oui, c'est Sean, mais pour le spectateur qui n'est pas sur place, c'est moins le fun. Alfredo va donner 4,5 sur 5, j'imagine, vu que c'est Sean qui est dans le main event. Hein. Non, avec la famille, je vais dire 3 aussi parce que ouais, c'était peut-être. C'est pas son meilleur combat. Ouais. Et Sean ne va pas garder la ceinture bien longtemps. 3 jours avant le Inner House qu'on a parlé tantôt, il met la ceinture vacante parce que monsieur avait perdu son sourire. Oh. Ah oui. Combien de temps après, t'as dit? 3 jours avant Inner House, fait que c'est genre Ah ouais? même pas 3 semaines après ce show-là. Ouais. Puis en fait, c'est parce qu'il voulait pas rendre le service à Brett de le mettre over à WrestleMania 13 parce que c'est ça. Au début, c'est ça qui avait convaincu là, que Sean gagnerait à WrestleMania 12 à Iron Man match, puis que Sean rendrait la faveur à Brett à WrestleMania 13 pour le mettre over. Mais évidemment, il a perdu son sourire, puis il a fait qu'un injury encore comme il fait tout le temps. Là. Mais non, comme tu faisais tout le temps, mettons. Puis non, pour vrai, il s'est trouvé une excuse comme une petite bitch, fait que fuck him. Sid, lui, va avoir un match retour pour la belt le lendemain d'Inner House où il va gagner le titre encore une fois. Fait que bravo, Sid. Ouais. Fait que là, on est rendu au bout du show, ce qu'on parle. On dit notre meilleur match, le pire match et la note du show, du gala. Rumble 97. C'est facile, ça. Donc, Alfredo, ton match préféré de la soirée? Le Rumble compte-tu? Ben oui, absolument, ouais. C'est un match. Ouais. Moi, je vais dire le Rumble. Puis le pire. Non, on va en tour de rôle. Je dis le Rumble aussi. OK. le Rumble, moi aussi. Bon, le pire match, Alfredo, vas-y. Ouais, ben, c'est facile, le Luchador. Là, ouais, le Triple H Six-Man Tag. Ouais. OK, j'ai pas regardé. J'ai mis Ahmed Farouk.
Sorry, Heavy Metal. Ouais. Non, moi, je peux pas parier contre mon Heavy Metal. Ton boy Heavy Metal. No Yob. Il veut être dans ton top 10 la semaine prochaine au podcast. Parce que... Ah oui, no yob. No yob. Et la note du show, je vais y aller en premier. Je donne à Rumble 97 la note de 5.5 sur 10. Ah, là, c'est sur 10. Là. C'est quoi cette affaire-là? Ben, la note preview, c'est sur 10, ouais. OK. 5.5, c'est bon. Je parle pas le trouble, toi. Ah, c'est à moi, ok. peu importe, allez-y. M'a donné la note à Survivor Series 87 de 6 sur 10. C'est Rumble 97. C'est ce que j'ai dit, Rumble 97, non? C'est Survivor Series 97. Ouais. Oui, je suis plus là. Au moins une heure, je suis plus là. Les pilotes de grippe, c'est ça? Exact. Ok. Ouais. T'as dit quoi? 6. 6? Ok. Toi, Alfredo? Ouais, je vais y aller avec 6 aussi. J'essaie de dire 6.5, mais c'est drôle parce que je trouve qu'il mérite peut-être pas la note de passage, mais en même temps. Ok, on va dire 6.5 parce que je suis généreux aujourd'hui. 6.5. Parfait. Ah ouais. Alfredo Meltzer over here. Fait que c'est ça. Fait que Marco, il est où le pay-per-view? Il en est trop bizarre, on n'en parlera plus jamais. Ben, c'est pas vrai, on va en parler pour In Your House, c'est le build-up. T'as raison. Puis on va peut-être en reparler si l'Arabie achète la WWE parce qu'il va juste rester ça à refaire des retro-reviews. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Fait que pour vrai, est-ce que vous suggérez à quelqu'un au complet ou. Non. Moi, je suggère juste le Rumble, pas vrai. Ouais. Ouais. Ben, Ouais. Le main event aussi pour voir le setup puis comment c'est fait dans l'arena, c'est beau là. Le visuel est beau pour le match là, puis tout, mais sinon. Ah, mais tu peux le voir pareil quand tu écoutes le Rumble, le visuel de l'Arena, de quoi tu parles? Non, mais check les non, mais check dans. Ah. Oh, mais c'est parce que la foule est dans son fever pitch pour ce match-là, comparativement aux autres matchs. Là. T'as raison. Mais, ouais. Bref, voilà, ce qui conclut Rumble 97, messieurs. Il vous reste à vous parler. No yob. No yob. Fait que s'il vous reste à parler, Marco, c'est qu'est-ce qu'on a eu dans les derniers podcasts qu'on a fait, puis tout le tralala. Ouais, le dernier podcast, c'est la biographie de John Cena. The Last Time était maintenant complète depuis ses débuts à la Wire Wrestling jusqu'à son match contre Gunther. Donc, on parle de ça en long et en large. La semaine prochaine, comment? au podcast. Hein, comment? Sale thumbnail, pareil. Ouais. Celui-là, ouais, il est beau. Merci, ouais, bon chef. Parfait, merci. Prochain podcast, ça va être Rumble 99, No Chance in Hell. Hâte de voir les notes là-dessus parce que c'est la phase de Vince était 40. Ah oui. À travers la table, 20h30, live sur Twitch, Facebook, YouTube à chaque semaine. Lutte moderne, invité de lutte québécoise, entre deux collections, des quiz, tout ça. Donc, le mardi, 20h30. Parfait. Un mot de la fin, les gars? Fin. No yob. Parfait. Sur ces belles paroles-là, on termine le podcast, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine pour le mois 99 et à travers la table. Mais d'ici là, très important, n'oubliez pas la maison. Allez, bas!